Bon, bonjour à tous. Salut Quentin. Salut Fabien. Bon, merci de me recevoir chez toi. Avec plaisir. Voilà, sous une canicule, hein. Ouais, Voilà. c'est un peu dur là. On l'entend pas, mais il y a le ventilo à côté là. Voilà, on l'entend pas, mais je pense qu'il va nous soulager pendant les 30-45 prochaines minutes. Écoute, je suis ravi de te recevoir. C'est la première fois que j'interviewe un intervieweur journaliste. J'avoue que c'est un peu plus atypique. Ah donc, même moi, tu vois, je suis plutôt habitué à être celui qui pose des questions que celui qui y répond, donc c'est un exercice différent, c'est sympa. On va voir si t'es plus à l'aise en réponse qu'en question. Pas sûr, je suis pas sûr. Pas sûr. Écoute, ce que je te propose, c'est que tu te présentes un petit peu, qu'on découvre un petit peu qui est Quentin Moinet, du coup, qui travaille en tant que journaliste à l'équipe. Écoute, je m'appelle Quentin Moinet, je suis grand reporter à l'équipe depuis 2017. En fait, j'ai fini mes études, j'ai fait un stage de fin d'études à l'équipe et je suis jamais parti. J'ai fait un peu de pige au Parisien, à SoFoot et dans d'autres médias, mais je suis très vite retourné à l'équipe. Et donc, je suis au tennis depuis 2017. Donc ça va être c'est ma 8e ou 9e saison que je couvre le circuit professionnel ATP WTA. Ah, du coup, t'as connu que l'équipe dans ta carrière professionnelle. J'ai fait un petit peu le Parisien, un petit peu SoFoot, un petit peu Le Monde, voilà, ici et là, mais sur quelques piges. Mais en CDI, j'ai été qu'à l'équipe. Et dès ton école de journalisme, alors je crois que c'était l'école Celsa à Neuilly-sur-Seine, c'était déjà une envie d'aller vers le tennis ou ça a été une opportunité? Tu jouais déjà? Comment ça s'est passé un petit peu pour En cette orientation? gros, à ce moment-là, je savais que je voulais faire du journalisme de sport. Ça faisait des années que, en gros, depuis, fin collège, début lycée, c'était vers ça que je m'orientais. J'avais même créé un blog à 15 ans où j'écrivais des articles. Heureusement, ce blog n'est plus trouvable sur l'internet, donc on peut pas retrouver mes œuvres de l'époque. Donc j'ai su très tôt. Un Skyblog, t'avais? C'était même pas Skyblog, je crois que c'était Overblog, ça s'appelait. Oh, c'était même avant. Je sais pas si on c'était a tous avant. eu notre petit Skyblog. Un Overblog. Et après, j'avais créé un site sur le Stade Français parce que je suis supporter du Stade Français. Okay. Pas dire trop fort, mais vu leur niveau. Et en fait, j'avais créé un site d'actu vraiment sur le Stade Français. J'étais au lycée où j'allais voir les matchs, je faisais des comptes rendus de matchs, j'interviewais quelques joueurs. Donc ça m'avait vraiment formé. Je pense que le niveau était très bas, mais l'idée, j'avais même créé un Twitter sur ce site. Et donc je m'étais un peu fait la main comme ça. Donc je savais, j'ai su assez tôt ce que je voulais faire. D'où école de journalisme et après presse écrite. Après je savais pas où est-ce que j'allais aller. Je me souviens que quand j'ai fait mon stage de fin d'études à l'équipe, j'avais aussi envoyé une lettre pour en faire un à 20 minutes. Et d'ailleurs, au début, j'avais beaucoup hésité parce que 20 minutes, ils me proposaient de faire du terrain et d'écrire. D'accord. Alors que l'équipe, c'était un stage à l'édition. L'édition, c'est-à-dire, c'est en gros, tu récupères les papiers et tu les relis et tu les mets en page. Entièrement back-office, quoi. Voilà. Non, mais après, c'est un job très important. Mais en l'occurrence, c'était pas ce qui, moi, m'intéressait le plus. Mais on m'a quand même fait comprendre que mettre un pied à l'équipe, c'était une bonne opportunité, quoi qu'il arrive, que derrière, si ça se passe bien, tu vas avoir des opportunités de montrer si tu es capable ou non de bien écrire, de faire du reportage. Et c'est ce qui s'est passé. Et dès la fin de mon stage, j'ai pu faire une course cycliste pour suivre les frères Boigny, qui faisaient leur première course ensemble. Oui. Donc ça, c'était en 2015. C'est le grand frère Nasser qui est sprinter, c'est ça? Qui était sprinter chez Cofidis, ouais. Exactement. C'était leur première course ensemble chez Cofidis. Donc j'ai été envoyé sur une course en Normandie, je crois. Sachant que je connaissais pas grand-chose au vélo. Je suis allé un peu sans trop savoir, et donc c'est comme ça que ça a commencé, et je suis jamais vraiment parti. Oui, et du coup, au niveau du tennis, est-ce que tu le pratiquais déjà avant, en tant qu'étudiant ou avant, ou pas du tout? Alors, je l'ai beaucoup pratiqué, on va dire de 8 à 15 ans, de 7 à 15 ans, à Clamart. D'accord. Où je vivais, chez mes parents, évidemment, au TC Clamart. TC Clamart, ouais. Au stade d'une Belle. Donc, je jouais toutes les semaines, mais je faisais pas de compétition. Parce que mes parents pouvaient pas m'amener, ils bossaient, et que en banlieue, pour aller sur les tournois, si t'as pas de voiture, c'est compliqué, surtout à 12-13 ans. Ouais, le RER à 12 ans, c'est moyen. Voilà, alors après, à 14-15, j'aurais pu, mais je commençais déjà à être un gros flemmard. Donc, pas me motiver. Je séchais parfois même les leçons de tennis, parce que en gros, j'avais un truc de 2 heures de cours par semaine, le samedi. Juste parce que t'avais la flemme de traverser.
Des fois, j'avais la flemme d'y aller. J'étais sur ma GameCube ou sur ma PS2 et j'avais pas forcément envie d'y aller. C'est bien, tu cites les consoles vraiment pour la génération 30-40 ans. Alors, Ouais, GameCube ou PSD, pour les jeunes, faudra faire une description en commentaire. Bah, la PS2, ça reste la meilleure console all-time. Ok. Donc j'ai vite... je pense que j'ai eu un niveau à un moment, je sais pas, je devais jouer 15-2, 15-3 au mieux. Vraiment au mieux. T'as pas critiqué, j'ai été 7 ans 15 ans, donc c'est très bien. Et très vite, et donc après je me suis arrêté à cause des études, de la vie, du boulot. J'ai repris plusieurs fois, plus ou moins, avec des potes. Mais tu sais, tu le sais mieux que moi, la frustration du tennis quand t'as pas joué pendant des mois et que tu reprends. Ouais. La première séance est affreuse. Ah, ça peut être totalement affreux, ou à l'inverse, t'es hyper relâché et tu joues ta vie, mais le niveau de ta vie, mais des fois ça peut être l'inverse total. Bah surtout en fait les déplacements. Moi je trouve que c'est ça. Ah oui, les déplacements, ouais, ça peut être compliqué, ouais. Donc du coup t'es mal placé, donc tu veux mettre la même intensité que ce que tu faisais avant, ça part dans les bâches, ça t'en met partout, et donc il y a peu de plaisir. Et donc j'ai jamais vraiment repassé le step de en refaire assez pour reprendre du plaisir sur un terrain de tennis, mais c'est un truc que j'ai vraiment envie de faire parce que ça me manque un peu quand même. J'en ai fait, j'ai eu la chance de jouer sur des terrains de l'Open d'Australie et sur ceux d'Indian Wells, sur des terrains des annexes évidemment. Pas Roland. Roland non. Même hors tournoi, t'as pas eu la chance de Bah non, je l'ai pas fait. Bon. Je pense que j'ose pas par peur d'être trop mauvais. Bah maintenant ils sont en tout cas cet été, ils ont été ouverts à la réservation. Ouais, mais faut un peu respecter les cours de Roland quand même. Ouais, alors, faut jouer. Bon, bah alors je les ai pas respectés, j'y suis allé 2 fois. Quand même, tu vois. Donc d'abord, je vais commencer sur les cours de la ville de Paris à Porte de Clignancourt. C'est sûr, si tu vises le Châtrier directement, oui. Et après doucement, mais l'objectif c'est de rejouer et de refaire quelques tournois. Ok. Ça me fait, tu vois, quand je vois un peu justement les créateurs comme toi ou d'autres qui jouent, je me dis ça peut être sympa quoi. Ou surtout que tous les créateurs, on a tous des niveaux très variés. Hein. Ça peut pas. Créateur ne veut pas forcément dire bon niveau. Ouais. Je cite personne. Ah, et journaliste aussi, je te rassure. Ouais, je me doute. Et du coup, tu joues un peu jeune, donc évidemment, tu étais déjà un énorme fan du tennis. Ouais. Je vais poser la question fatigue. On est à peu près la même génération, même si t'es un peu plus jeune que moi. T'étais team quoi Alors, moi, j'ai grandi. J'avais pas Canal+. Donc moi, les tournois que je regardais, c'était Roland Garros et la Coupe Davis. Donc je regardais pas Wim. Alors aussi, il y avait un moment Wim, Canal mettait c'était en clair des fois. En clair une partie de la. Ça pouvait arriver. De 18 et Paris-Bercy, ça pouvait arriver aussi. Voilà. Donc je regardais en gros même Monte Carlo le week-end. Enfin, voilà. Et donc je regardais quand même principalement Roland Garros. Et donc j'ai grandi avec Nadal. Mais j'ai d'abord, mais dans l'ordre, ça a été Agassi, la fin d'Agassi. Ouais, la fin de Roddick. Top spin 3 à Roddick, je saignais top spin avec Roddick. Ah ouais, le service de Roddick. Service de Roddick, je jouais sur terre battue contre Nadal pour essayer de gagner. Il y a que sur top spin. Hein. Qui est quasiment impossible, même sur top spin. Et après Nadal, et après, je dirais mon fils. Ça a été en gros dans l'ordre. Je garde dans ma tête mon fils Federer 2008. Je suis persuadé qu'il va gagner en demi et aller en finale. Et c'est le début de beaucoup de traumas de fans de tennis. Ah oui, c'est vrai que le tennis français, on a eu quelques frustrations à prendre le dimanche champion, mais... Ouais, j'ai les souvenirs, tu vois, le matin, tu te lèves pour l'Open d'Australie, Tsonga Djoko, Tsonga Nadal, tu vois. Le Tsonga Djoko 2008, ouais, c'est ça, la nuit. Ah, bah, tu vois, je crois que c'est une des premières... Il prend le premier set, il est vraiment 2 sets d'être, de s'en envoyer un. D'ailleurs, tu sais pas ce que sa carrière aurait été. Je crois que c'est non, mais elle aurait pu être encore, je pense, immense. Je crois que c'est la première fois que je faisais une nuit blanche pour un match de tennis. Ah ouais? Et on y croit tous ce match, comme tu dis. Il y a le premier set, dans le deuxième, c'est serré. Et je crois qu'il a break dans le quatrième. Ouais, ou balle de break dans le quatrième. Et il est pas loin de regagner le 4. Et 5, et à ce moment-là, Djoko en 5 était quand même pas bon. Et je pense que c'est là qu'il peut passer. Donc ouais, c'est dommage. Mais c'est vrai que je pense qu'on a tous été traumatisés positivement. C'est sa demi contre Nadal où il gagne 2-2 et 2. Je pense que même Nadal dans des interviews a dit j'ai jamais pris une fessée c'était comme complètement ça. C'était ahurissant. C'était pas encore le grand Nadal sur dur, mais, non, mais bon, pour lui mettre 3 petits sets. 2 et 2 ou 2 3 et 2 en demi de Grand Chelem, mais c'était fou. Il faisait le même point à chaque fois avec son coup droit au décalage. C'était monstrueux. Complètement dingue. C'était monstrueux. Non, bah ça va, on a les mêmes références, on pourrait dire. Mais après, grand admirateur de Federer, et en grandissant et en devenant journaliste, j'ai de plus en plus apprécié Djoko. Ça, c'est intéressant comme question parce qu'on a souvent l'image, moi le premier, une image un peu de personnes très renfermées et qui donnent pas forcément une bonne image. Mais j'ai de plus en plus de témoignages comme toi qui me disent qu'au final, on va dire qu'en hors terrain, c'est quelqu'un d'attachant et de puis je sais que je connais certains de ses fans
qui le suivent à l'année, notamment une certaine Julie, qui est sur les réseaux sociaux. Et avec elle, par exemple, et avec les fans qui le suivent, il est incroyable. Il leur donne beaucoup de temps, et il les reconnaît, il va toujours les voir aux entraînements. Donc il a une image. Après aussi cette image, il a participé à la créer par moment. Fois, oui. Ouais. Mais je pense que oui, il a une image. Il a beaucoup payé. De toute façon, il a payé le fait d'avoir battu Nadal et Federer trop souvent, alors qu'ils étaient les deux joueurs les préférés de. Il a été mal aimé, ouais. On va pas se le cacher. Il a été mal aimé, mais et puis voilà. Alors après, il s'est passé plein de choses dans sa carrière, mais j'aime bien aussi. Il assume tout, quoi. Il a fait des choix. Alors bon, on va pas entrer dans les débats Covid, tout ça, mais il a fait des choix. Ça, il a fait des choix qui. Alors voilà, moi je suis pas forcément en accord avec ce qu'il pense là-dessus, mais en tout cas, il est allé au bout de ses convictions. Il a renoncé à des titres en Grand Chelem potentiellement pour ses convictions. Pour ses convictions, ouais. Donc ça, je trouve ça, même si je suis pas d'accord forcément sur le fond, sur la forme, je trouve ça respectable. Ouais, au moins il suit ses valeurs et on peut pas lui empêcher. C'est pas l'argent qui l'a dicté, comme on dit. Voilà, ni là, il serait peut-être déjà à 25 ou 26, quoi. Donc il aurait vraiment fini le jeu. Il aurait fini le game. Ben c'est sûr que déjà statistiquement, tu vois, je suis plutôt un pro Federer. Force est de reconnaître que Djokovic est un immense champion, voire le plus grand. Déjà, au moins statistiquement, c'est indéniable. Après, en style de jeu, il y a toujours ouais, puis c'est subjectif, mais c'est très subjectif. Le seul truc qui est objectif, c'est les chiffres, et sur les chiffres, il est devant tout le monde. Il est devant tout le monde, il a gagné les JO, donc voilà. Pour moi, dès qu'il avait gagné les JO, pour moi, c'était déjà voilà, le mec, il a tout gagné. Ouais. Quand tu vois l'émotion qu'il a aux JO de Paris, tu te dis, le mec, il vit tennis, quoi. C'est un truc de dingue. Immense respect. Et justement, sur cette passion du tennis, quel est le match qui t'a le plus marqué, on va dire, alors, en tant que spectateur peut-être, ou en tant que, spectateur, fan, ou en tant que journaliste, où t'étais présent? Ça a dû faire quelques finales, ou des finales sur certains tournois. En tant que fan, la finale de Wim, Nadal Federer. 2009? 2009? Oui, 2008? Non, 2008. Où il y a 9-7 au 5e? Ouais, 2008. 2008, je me trompe d'une année. 2008, parce que 2009, c'est Federer-Roddick, je crois. Ah oui, gagne. Et là, 16-14, 14-12. Donc, il y a un an après, 2008. Donc, finale dingue. Et moi, en tant que fan de Rafa, en plus, qui gagne enfin Wim. Sur la liste finale. C'était complètement fou. Donc ça, mais ça, pas en tant que spectateur journaliste. En tant que journaliste, j'ai vécu les principales finales que j'ai vécues, c'est grande finale, il y a le Nadal-Medvedev de l'US Open 2019. 2019, ouais. Il mène 2-7-0 break. Medvedev revient à 2-7 partout. Et il gagne en 5 en crampant. J'avoue, dans une ambiance de dingue. Quand t'es en tribune, c'est fou. Il y a eu le Federer-Djokovic de Wim 2019. Djoko fait terre. Alors, je crois qu'on était tous traumatisés de cette finale. Alors, tu vois, moi, en tribune, et pour le coup, j'étais vraiment assez neutre. Ouais. Je la regardais vraiment avec un regard assez neutre. Pour le coup, j'étais pas. C'est incroyable. Les 2 balles de match. Je crois qu'elles hantent beaucoup de supporters de Roger. Et puis moi, c'est la célébration de Djoko, quoi, qui toise le public, qui regarde tout le monde en mode, parce qu'en gros, vraiment, tout le public était contre lui. On va pas dire de gros mots, mais il les a calmés. Voilà. C'était vraiment calma, quoi. Et c'est, franchement, à ce moment-là, donc, il bouffe son petit grain d'herbe comme à chaque fois, et après, il regarde les gens comme ça en mode, ouais, je vous l'ai mise. Et là, à ce moment-là, franchement, j'avais un peu les poils en mode, ah ouais, putain, c'est quand même fou ce qu'il vient de faire. J'avoue. C'est quand même extraordinaire. Ah non, c'était là, c'est folle. Et puis, ce qu'on vient de vivre à Roland. Tu y étais, du coup? J'y étais. Pareil, les poils. Les poils. C'est incroyable. Pendant 2-7 et demi, tu te dis pas que c'est un flop, mais que Sinner est trop fort. Et il sauve les 3 balles de match et derrière, ça devient complètement dingue. Ah, c'est surréaliste. Franchement, c'est une des, top 3 des plus belles finales que j'ai vues. Ouais, j'avais lancé un petit débat sur Insta, c'était assez partagé. Il y avait pas mal qui notaient la Nadal Federer de Wim. Ouais, et il y en a beaucoup qui ont noté aussi la Nadal 2012. Ouais, à l'Australienne où les deux ils sont rôtis. C'est la plus longue d'ailleurs, 6h33 je crois. Non, 5h, un peu moins de 6h. Et où les mecs ils se donnent les bouteilles d'eau tellement ils sont rôtis. Ouais, ça fait partie des finales. Pour moi, celle-là, elle est déjà à Roland, elle est dans la légende, elle est peut-être numéro 1 à Roland all time. Ah ouais, je pense. Ouais. Et déjà dans la légende, toute finale confondue. C'est surtout le niveau de jeu, parce que tu te dis, moi je le dis aux gens, j'ai loupé les 2 premiers sets. Ouais, t'as pas loupé les plus importants. J'étais sur le tournoi de Biarritz, et du coup, je suis rentré à l'appartement, et je me suis dit, ça y est, c'est fini. Et puis là, ça brille. En fait, j'ai loupé que 2 heures sur 5 heures. Ouais. En fait, ce qui est le plus impressionnant sur cette finale, c'est le niveau de jeu qui baisse pas, en fait. Ouais, jusqu'à 5h30, les mecs, ils jouent mutant, en fait. Même c'est 5e, ça qui te dit, 5e, tu te dis, Sinner, il va prendre 600. Ouais, à la fin du 4e, je me dis, il va prendre 600. Et en fait, le mec, il revient, et limite, c'est lui qui peut gagner. Il mène 6-5-31, ouais, donc 6-5-31. Tu te dis, il va quand même gagner. Il va le faire.
Et puis Alcaraz, c'est vraiment ce joueur frisson, quoi. Tu peux pas faire plus frisson que ce mec. Et en plus, alors, toi, tu l'as déjà interviewé? Non, parce que comme moi, je parle pas ou peu espagnol. Généralement, on privilégie ceux qui parlent espagnol à l'équipe. Il y en a 2-3. Ouais. Donc, je lui ai déjà posé des questions en conf de presse. Ouais. Mais en one-one, je l'ai pas fait. Mais il a l'air vraiment sympathique en plus, hein. Ouais. Il donne le smile. Ouais, il est toujours content, toujours heureux. Il transpire la sympathie. Je connais des ramasseurs de balles qui m'ont dit qui étaient cette année. Il m'a dit, ils étaient là à la fin, là. Il m'a dit, il me dit, c'était un gamin. Comme Coco, d'ailleurs, il me dit, c'est un gamin. Il a fêté comme s'il avait gagné un limité gamin. Factuellement, c'est un gamin. C'est ça. C'est ça le truc. On se rend pas compte parce qu'on les voit comme des idoles, des légendes, mais ils ont 20 piges, quoi. C'est des gosses. 2003, tu vois. Mais s'ils gardent leur niveau de jeu, ils sont vraiment les deux, ils sont large au-dessus, quoi. Ouais, et puis je trouve que ça fonctionne bien quand ils s'affrontent. C'est-à-dire que les matchs de Sinner sont pas toujours excitants parce que c'est clinique, c'est trop fort. C'est clinique, ça brosse. Quand c'est contre Alcaraz, ça devient toujours quasiment à chaque fois des matchs spectaculaires, donc c'est top. Et on parle beaucoup de tennis masculin. Ta vision un petit peu du tennis féminin, tu as aussi fait des interviews un petit peu sur le tennis féminin. Qu'est-ce que t'en penses un petit peu objectivement? Alors, j'aimerais ton avis un peu sur la médiatisation. C'est vrai que, voilà, tu le sais, moi j'essaie de pousser le tennis féminin au maximum. Il y a moins d'entrain pour le féminin. C'est un choix. Alors, je vais être provocateur exprès, mais c'est un choix éditorial. Alors, je parle pas que pour l'équipe. C'est un choix éditorial parce que ça attire moins. Enfin, c'est quoi ton avis là-dessus, en fait? Je pense qu'il y a un peu de tout. En fait, c'est aussi une histoire de période. Si on parle du tennis français, par exemple, quand on a eu Monfils, Tsonga, Gasquet et Simon, on n'avait pas l'équivalent chez les filles sur la même période. Très clairement. Donc forcément, c'était la fin de Mauresmo à l'époque. Voilà. Et un peu si on remonte un peu, quand il y a eu Pierce, Mauresmo, il n'y avait pas photo dans l'autre sens. Enfin, je suis d'accord. Il y a eu un trou à ce moment-là. On était quand même bien meilleur, même si après il y a eu des Scudé, Clément, Grosjean. On avait quand même eu des joueurs très forts même. Finale de Grand Chelem. Donc en fait, malgré tout, c'est quand même très lié au résultat. C'est-à-dire que quand Caroline Garcia fait les énormes performances qu'elle fait en 2017, 2022, on parle énormément d'elle. On avait fait la une de l'équipe, beaucoup d'interviews. Mais quand elle est beaucoup moins forte et qu'il n'y a pas d'autres joueuses qui prennent le relais, nécessairement, on va moins parler du tennis féminin. Donc, nous, en fait, on fonctionne beaucoup avec le tennis français, en tout cas. Ouais. On fonctionne beaucoup à la performance. Évidemment. Là, Loïse Boisson, elle a fait trois fois la une de l'équipe pendant la quinzaine. Ce qui est, je pense, qui a jamais été le cas. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu une Française ou même un Français qui fait 3 fois la une pendant une quinzaine à Roland. Donc, c'est sûr, c'est pas tous les jours la demi, hein. Ouais, c'est juste, ça faisait fallait remonter au titre à Marie Pierce qui avait gagné. Et Bartoli qui a fait demi, par contre Schiavone, je crois. Ah oui, en demi, j'ai oublié sa demi. Mais sinon rien. Mais et puis même elle, disons qu'elle était plus attendue que ne l'était Boisson. Boisson, 10 jours avant, personne ne la connaît en France. Ouais, en tout cas, oui, à part les spécialistes. Voilà. Et ceux qui avaient vu qu'il y a déjà un an, puisqu'il y a un an, elle gagnait tout avant de se blesser. Si elle se blesse pas, elle peut faire 8e. Si elle se blesse pas, elle fait peut-être déjà un truc à Roland et peut-être pas demi. Peut-être pas demi. Mais donc en fait, on fonctionne beaucoup comme ça. Et contrairement à ce que les gens peuvent parfois penser, nous, plus les Français et Françaises gagnent, mieux on se porte. Parce que des fois, il y a le sentiment que oui, dès que ça perd, on va critiquer, on va faire des papiers un peu, ce qui peut être vrai. On va essayer de comprendre pourquoi ça fonctionne pas. Mais on vend plus quand ça gagne. Tout sport confondu, les plus belles ventes de l'équipe, c'est les victoires de l'équipe de France en Coupe du Monde. Donc, c'est pas des défaites. C'est pas 2002 quand tu perds en poule. Même si derrière, ça fait plein d'autres papiers, mais c'est pas ça qui fait plus vendre. Les gens, ils veulent voir les Français gagner. Donc, c'est ça qui fait vendre. Et puis, ça met en avant le tennis. Là, ce qui s'est passé avec Loïse Boisson, ça a remis le tennis sur la carte. Le tennis qui avait un peu perdu de sa superbe. En gros, à l'équipe, ça a quasiment toujours été le 2e, 3e, 4e sport. Là, c'était un peu moins le cas parce qu'il y avait plus Nadal, plus Federer, Djoko qui joue beaucoup moins. C'est vrai. Et il n'y avait pas de Français suffisamment forts pour avoir des espoirs de titre en Grand Chelem, même si bien sûr Arthur Fils, voilà. Mais c'était encore lui, au tout début. Donc nous, si demain on a 2 Françaises dans le top 10, 2 Français dans le top 10, on est ravis. Vous voyez pas, mais je touche la table. On sera plus nombreux à aller sur les tournois, on ira sur plus de tournois, on fera plus de déplacements, on aura plus d'interviews, de papiers sympas à faire. Donc nous, on a tout intérêt à ce que les Français soient performants et les Françaises pareil.
Donc là, en ce moment, on est jusqu'à cette éclaircie Loïs Boisson, on était quand même dans une période très difficile pour le tennis féminin français. Donc forcément, quand ça fait 3 années d'affilée que tu fais un papier bilan, le tennis féminin français personne en 8e à la rue, oui, bon, mais tu vas pas le faire tous les ans ce papier. Au bout d'un moment, donc t'attends une éclaircie, t'essaies de comprendre. En plus, bon timing, on avait fait un dossier au début de Roland Garros sur le marasme du tennis féminin français. 10 jours après, je t'avouerais que je l'ai lu. Une demi-finale. Bon, mais le bilan restait. Mais si on veut totalement restait vrai. Le constat reste vrai. Voilà, je suis le tennis féminin, je suis obligé de l'acquiescer. Les prochaines années, il y a peu d'espoir à court et moyen terme, en tout cas. À moyen terme, ça peut être compliqué, ouais. Voilà, il y a un vrai trou, même chez les jeunes, qui est un peu inquiétant. Ce qui veut pas dire que dans 10 ans, il y aura pas d'autres joueuses. Louise Boisson, on sait pas ce qu'elle va faire. Voilà, Diane Paris, Clara Burel quand elle va revenir de blessure. Il y a des joueuses, mais il n'y a pas le truc où t'es quasiment à chaque grand chelem, tu fais un 8e, un quart, comme ça a été le cas chez les garçons, époque mousquetaire. Actuellement, voilà, pour le suivre, à part Loïs sur Roland Garros, qui a pour moi un niveau top 10 sur terre. Oui, voilà. C'est clair, net et précis. Les autres surfaces, on va attendre. Sur dur, j'ai envie de voir quand même. Sur dur, moi je l'avais vu jouer à Mâcon. Ouais. 2-3 mois avant, j'en avais pas mal discuté avec son coach. Bon, autant dire c'est compliqué de discuter avec Loïs maintenant. Elle est très je lui ai parlé avec 3000 abonnés et tu vois, j'aurais dû faire le live à ce moment-là. Donc là maintenant, je l'ai dans le baba pour être poli. C'est plus dur sur dur. Parce qu'au final, beaucoup ont parlé sur France 2 de son revers à deux mains, qui est assez faible, disons les choses, sur dur pour le moment. Ouais, après, quand elle le lâche, des fois, elle envoie des ogives, mais elle le lâche pas souvent. Et son slice est moins performant et son couloir moins performant sur dur. Mais après, voilà. Qui veulent Après, ça dépend comment elle va être entourée. Son coach, il a la tête sur les épaules, Florian. Je sais pas si vous l'avez interviewé d'ailleurs. Ouais. Mais même elle a un super agent. Elle est bien cadrée. Ouais. Entourée. Sa famille a l'air très carrée aussi. Ah oui, elle est discrète. Hein. Ouais. Il y a pas de. Non, mais elle bosse. Il y a pas de raison. Après, c'est toujours pareil, c'est que là, on l'a déjà vu. Elle a perdu en qualif à Wim. Tout de suite, certains ont dit voilà. C'est comme dame. Donc ça, va falloir qu'elle accepte avec son nouveau statut d'être exposée aux critiques. Les médias vont en attendre beaucoup. Forcément, c'est un des problèmes en France, c'est que dès qu'il y a une performance, tu as tendance à... Tu penses que la performance, tu vas la répéter tout le temps. Ouais. Voilà, alors que évidemment, sincèrement, moi j'aurais été très surpris positivement qu'elle sorte des qualifs à Wim. Moi, je pense que je la voyais pas sortir. Voilà. Donc, et au final, on a vu la joueuse contre laquelle elle a perdu est sortie des qualifs. La Canadienne s'est sortie des qualifs. Donc, c'est que c'était quand même une bonne joueuse de gazon, c'était pas un bon tirage. Ah, et puis elle prend pas 2 et 2, hein. Non, elle est pas loin. Elle est pas loin, elle revient de 4-1 à 4-4. Elle fait pas un très bon match, les conditions étaient pourries. Mais elle s'est accrochée, pas à Wim, gazon compliqué. Ça se voyait que dans les déplacements, que ça allait pas. Elle est très peu allée au filet. Enfin bref, on va pas refaire le match, mais moi je suis pas du tout inquiet. Mais c'est intéressant de suivre. Et tu vois, typiquement, on parlait du suivi du tennis féminin. Elle, on va beaucoup la suivre dans les prochains mois. Déjà, elle était pas mal suivie, parce que moi je l'ai rencontrée, elle était suivie déjà par Prime. Ouais, en plus. Avec Xenia, notamment, avec Nova. Donc, mais je pense qu'elle a la tête sur les épaules. Prime, d'ailleurs. Bon, ils ont eu le pif, hein. Ils ont suivi Xenia Efremova et Loïs sur sa remise en forme de la blessure. Et là, c'est vrai que... J'ai pas regardé, je sais pas si c'est sorti l'épisode sur le Roland. Alors, sur Roland, j'ai un doute. Sur le reste, oui. Sur Roland, je crois qu'il est sorti. Ils ont tout intérêt, hein. Pour le coup, là, c'est le bon fil. Il doit y avoir des belles images. Tu m'étonnes. Et pour finir un peu sur le tennis féminin, la logique, je tiens à l'échelle nationale, mais à l'échelle internationale, tu vois, je vais revenir sur les propos, tu les as probablement entendus, de Patrick Mouratoglou, où tu vois Alizé en décomposition à côté. Ça a été un long débat pour tout le monde. Je suis pas loin de penser, je suis pas trop d'accord avec lui, mais où il différencie star et très grande joueuse. À l'échelle internationale, par exemple, une Coco Gauff, tu dois le voir quand tu te déplaces, une Coco Gauff, une Sabalenka, on peut considérer que c'est des stars ou c'est des très grandes joueuses est-ce qu'elles ont l'aura, alors je vais pas comparer à Serena Williams, mais est-ce qu'elles ont une aura qui sort du tennis? En fait, c'est ce que disait Mouratoglou, c'est en fait justement il comparait à des joueuses comme Serena Williams ou Maria Sharapova, qui étaient évidemment des grandes joueuses. Stars. Mais qui étaient aussi des immenses stars. Des icônes, on peut même dire le terme. Elles dépassaient vraiment le tennis. Ça dépend ce qu'on entend par star. Ça dépend de la définition qu'on peut avoir. Pour moi, star, c'est si tu dépasses ton sport et tu dépasses le sport. Tu vois, Swiatek, je suis pas sûr. Swiatek, tu la mets à
à Paris, dans la rue, est-ce que à part les vrais fans de tennis, est-ce que elle se fait arrêter tous les mètres comme ce serait le cas pour Serena Williams? Je sais pas. Après, ça veut pas dire que c'est des moins grandes joueuses mais pour moi, c'est juste une définition en fait que tu donnes. C'est un débat est-ce que c'est vraiment un débat important finalement de dire, nous ça change pas grand chose, mais c'est sûr que, tu vois, quand Serena Williams arrête sa carrière, elle fait la une de l'équipe. C'est évident. C'est immense, Serena Williams. C'est icône, tu la vois, je pense déjà, wow, Serena Williams face à toi, quoi. Ah, il y a du charisme. D'ailleurs, on parle beaucoup de débat GOAT, faut l'inclure dedans, dans ce débat, hein. C'est vrai. On est d'accord. Si on veut, Ah, ça c'est clair. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est peut-être celle qui rivalise le plus avec Djokovic dans ce débat-là, d'ailleurs. Oui. Si on parle de chiffres, de chiffres, et puis on a tendance souvent à comparer le niveau de jeu des hommes et des femmes. Très clairement, Serena Williams, c'est celle qui s'en rapprochait plus en termes de niveau de jeu, hein. Ouais, très clair, hein. Ouais, très clair. Ok. Je finirai peut-être sur ce Roland, sur peut-être une dernière question, c'est sur l'hommage à Nadal. Je sais pas si tu y étais. Moi j'étais devant ma dernière télé, ça avait l'air... Frisson. Alors déjà, à la télé, ça faisait un frisson, on était tous émus. Enfin, raconte-nous un tout petit peu ce moment-là. Moi, le moment qui m'a marqué, c'est quand ils ont fait venir sur le court tous les gens de l'ombre qui bossent à Roland-Garros. Ouais, on a vu, ouais. Et parce que en fait, après, ils montraient Nadal a été hyper touché de les voir tous. C'est son chauffeur historique qui a été son chauffeur pendant 15 ans, les gens de l'accueil, les médias, machin, enfin tous les gens un peu de l'ombre qu'on ne voit jamais et qui ont un peu marqué Nadal tous les ans. Tous les ans, il allait les voir, leur dire bonjour, leur dire au revoir quand il partait. Même quand il fait forfait, je crois que c'est 2016, il est forfait avant son 3e tour. Il va en conférence de presse pour l'annoncer. Et avant de partir, il va voir tout le monde, il va dire au revoir à tout le monde, tu vois. Classe. Donc il a déjà classe, évidemment, et il avait un lien fort avec quand même les petites gens, entre guillemets, de Roland-Garros. Donc ouais, quand il les a vus, on a vu son émotion, et puis après, évidemment, quand il s'est adressé à sa famille, Tony, tout ça, même lui a eu du mal à retenir son émotion, alors que c'est quand même pas un mec très expansif. C'est vrai. Et puis la plaque, super idée. Oh, la plaque, c'est... Super idée. Ah, il pouvait pas faire mieux, je pense. Franchement, je trouve ça mieux que même de renommer le cours... Ouais, c'est le meilleur choix, je trouve. Ce cours en plus était dur parce que Philippe Chatrier est quand même quelqu'un de très important dans l'histoire du tennis français et du tennis en général. Et puis, je trouve que la plaque, tu te dis, tous les mecs quand ils sont là, tu vois, Alcaraz a gagné et il y avait la plaque Nadal, quoi. Moi, c'est ça. Ils sont tous allés voir la plaque. Dans 20 ans, quand les mecs vont gagner Roland, il y aura la plaque Rafael Nadal. Ça, je trouve ça, enfin, Rafa Nadal. Et ça, je trouve ça. Et en plus, pour le coup, personne n'était au courant. Enfin, vraiment très peu de gens étaient au courant. Nous, on n'était pas au courant. Ah ouais, les journalistes, zéro. On savait certaines choses. Ils avaient envoyé un petit feed, ouais. Voilà, notamment pour les télés, pour qu'ils soient prêts et tout ça. Mais ça, moi, j'étais pas au courant. Ah, ils l'ont bien gardé, hein. Ouais, secret. Et lui non plus, il n'était pas au courant et on l'a bien vu qu'il était pas au courant. Ah ouais, on l'a bien vu. À la télé, en plus, nous, on le voyait vraiment en zoom. Ouais. Donc c'est vrai quand il voit la plaque, Le seul truc, j'aurais aimé que ce soit lui qui passe le petit coup de balai, là. Ah, c'est vrai. Ou Roger, ou Djoko, tu vois, ils étaient juste à côté. Si Roger lui avait fait, ça aurait été beau. Ça aurait été encore plus fort, je trouve. Avoir réuni les 4, ouais, c'était quand même beau. Ça, c'était bien. Même si, alors, la question s'est posée, Andy Murray, est-ce qu'il a vraiment sa place? Je comprends dans le sens Big Four. À ce compte-là, tu mets le Big Five et tu rajoutes Stan. Ouais, déjà, Stan a plus marqué Roland Garros qu'Andy Murray, même si Andy Murray a une plus grande carrière que Stan, c'est incontestable, mais moi je trouve que c'est les trois, c'est Djoko, Federer, Nadal. Alors de ce que j'ai compris, moi c'est on le voit pas trop, mais a priori Nadal s'entend très très bien avec Andy Murray. Ouais. Apparemment, donc ouais, il y a toujours été un débat du Big Three, Big Four. Si tu veux, il s'entend très bien avec Marc Lopez. Bon, ils ont pas mis Marc Lopez sur le. Elle a fait des bons tournois en double, mais bon, ok. Murray légende, mais à Roland Garros, il a fait une finale. Et c'est tout. Et ce qui est immense. C'est déjà bien. Voilà, mais par rapport à Djoko, Federer et Nadal, c'est clair. Il y a un petit décalage, quoi. Pour moi, Murray est pas dans le top 20 des joueurs qui ont marqué Roland Garros. Et encore, je pense que je suis gentil. Moi, je pense que t'es gentil. Ouais. Top 50 même. Ouais, top 50, ouais. Je suis d'accord. Déjà, il l'a pas gagné, donc déjà rien que ça. Ouais. Alors que Federer, il l'a peut-être gagné qu'une fois, mais au final, il a fait combien de finales et combien de demi? 150 finales et puis c'est Federer. Ouais. C'est ça. Voilà. Ok. Bon, top. Bon, déjà, on a déjà fait 20 minutes sur le début, donc on va faire. Alors, bord de l'eau. On va faire 1h30 de vlog. Bon, j'espère que t'as pas rendez-vous après. Non, je reviens sur. On va attaquer un peu le monde du journalisme. C'est quoi être grand reporter?
globalement. Alors moi j'ai l'image du grand reporter de guerre, voilà, qui va sur les fronts. Nous c'est moins dangereux. Alors toi tu vas sur les fronts des terrains, donc c'est quoi? Parfois en conf de presse, tu peux prendre des tirs. Hein. Par les joueurs, les joueuses? Par les joueurs, les joueuses, les agents. Des fois, faut se méfier. Hein. Si tu poses une question, il y a déjà une fois, Alizé Cornet m'avait mis un tir. Bizarrement, ça m'étonne pas. Mais... Alors, Alizé Cornet, elle est adorable. Ah non, en dehors, elle est adorable. Non, mais même de manière générale, elle est adorable. Mais je me souviens, c'était en Fed Cup 2019 à Rouen. Ouais. Et en fait, toute l'équipe était alignée, toutes les joueuses et le capitaine, Julien Beneteau. Et je pose une question à Caroline Garcia, qui va jouer contre Simona Alep. Ok. Donc, sur terre. Donc, à ce moment-là, Simona Alep, sur terre, elle est injouable. Injouable, clairement. Et donc, en gros, j'ai envie qu'elle me donne un peu un peu les clés tactiques du match. Qu'est-ce qu'elle pense faire pour pouvoir la déborder. Donc, je lui pose une première question un peu là-dessus. Et elle répond de manière très floue. Je pense aussi parce que, voilà, évidemment, elle va pas dire, je vais viser son revers, je vais faire croiser. Elle veut pas donner la tactique. Non. Et donc, après, j'essaie de lui reposer une question là-dessus. Et je lui dis, mais tu penses que tu peux le faire? Tu vois, un peu provoque. Ouais, mais gentil. Mais gentil. Et là, Alizé Cornet fait, c'est quoi cette question? Tu penses qu'elle va te dire non? Évidemment qu'elle peut le faire. Donc, t'avais toute l'équipe qui me regardait, qui se foutait un peu de ma gueule. Moi, c'était vraiment le début de ma carrière. Ah ouais, j'étais au début. Donc, je me suis senti un peu con. Mais globalement, ça se passe bien de temps en temps. Après, c'est toujours pareil. Ça dépend quelle question tu poses. Si t'es juste dans de la question match ou si tu vois, s'il y a des débats un peu plus, parfois un peu chauds. Notamment quand Djoko, au moment du Covid, ça a été, parfois il pouvait y avoir des confs un peu chaudes. Non, mais sinon, grand reporter. Le grand, c'est pas un gage de qualité, hein. C'est plus une appellation. Titre honorifique. Voilà. Mais reporter ou grand reporter, ça veut dire que tu te déplaces sur les terrains pour suivre et couvrir le sport qui t'est attribué, moi en l'occurrence le tennis. Et qu'est-ce que tu préfères du coup un peu dans tout ton périmètre, tes actions? Tu préfères la presse écrite, les interviews face cam? Enfin, qu'est-ce que tu préfères dans ton rôle de journaliste sportif? Bah moi à la base, ce que j'aimais deux choses, c'était le sport et écrire. Donc j'ai combiné les deux. Voilà, je suis dans le thème. Donc moi c'était vraiment ça que je voulais faire parce que je trouve quand j'ai fait mon école de journalisme, j'ai fait de la télé, j'ai fait de la radio. Et je trouve que souvent, les formats télé, radio un peu moins, mais surtout les formats télé, c'est souvent des formats courts, sauf si tu fais du documentaire. C'est vrai. Ce qui est très difficilement accessible et il y en a très peu. Et c'est souvent difficile, les sujets c'est des 1h30, des 3 minutes, des 5 minutes. C'est souvent difficile de parler d'un sujet vraiment en profondeur. Souvent, moi, j'avais la sensation de rester un peu en surface. Et puis en plus, tout repose sur l'image. Je trouve que le JRI, c'est le caméraman. S'il fait des bonnes images, t'as un bon sujet, même si t'es un journaliste moyen, au niveau en termes d'écriture, au moment de monter le sujet. Alors que quand tu fais de la presse écrite, vraiment tout repose sur toi. Et en fait, c'est toi qui vas transmettre ce que t'as vu, les émotions, l'ambiance, l'atmosphère, même les odeurs, je sais pas. Tout ça, tu vas le transmettre t'essaies de le transmettre en écrivant. Et ça, je trouve ça hyper sympa. Alors, on n'est pas des écrivains, hein. Souvent, les gens disent les journalistes sont des écrivains ratés. Je pense pas que ce soit le cas parce que, ça dépend ça dépend lesquels, mais voilà, moi, je me prends pas pour un écrivain. J'ai pas du tout cette prétention-là. J'écrirai jamais de roman. Hein. J'en serais incapable. Mais en tout cas, moi, ce que j'aime bien, c'est, transmettre des émotions et les choses que j'ai vues et surtout essayer de transmettre des choses que tu ne peux voir que si tu es sur place. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les télés, tu vois tout quasiment en instantané. Tu as les images de ce qui se passe sur le terrain, même un peu dans les coulisses. Mais tu vois pas forcément tout ce qui se passe en tribune. T'as pas forcément la réaction si tu vois dans le couloir après le match le joueur qui pleure ou la réaction de l'entraîneur. Et donc moi, c'est tous ces petits trucs un peu hors terrain ou d'émotions que j'essaie de transmettre. C'est ça qui me plaît le plus. Je pense que ça va être le moment où je t'envoie des fleurs. Allez, je prends. Je vais direct. C'est ce qu'on a négocié avant l'interview. Voilà, j'ai lâché un petit billet, etc. Non, blague à part, c'est que moi, découvrant un peu le monde du journalisme et n'étant pas journaliste, ça me paraît banal que la personne qui fait l'article sur un match ait vu le match et fasse retranscrire l'émotion du match et des petits détails qui prouvent qu'il a vu le match. Ouais. Et je vois beaucoup de papiers
maintenant et allant sur les tournois. Je vais pas balancer d'autres confrères, etc. Mais on sent... Après, souvent, ils sont pas sur place. Souvent, on sent les papiers où on a vu le match, ou s'ils sont restés en salle de presse avec l'écran pour regarder le match. Tu vois. Et c'est vrai que toi, quand on lit tes articles, on sait que tu as vu le match. Ouais, en tout cas, c'est l'objectif. Et c'est retranscrit. Et c'est pour ça que, c'est un des premiers trucs qu'on m'a dit quand je suis arrivé à l'équipe. J'aurais pu dire qui, mais faut qu'on sente dans ton papier que tu es sur place. Ah ouais, alors après, clair. Des fois, faut pas le faire de manière, tu vas pas raconter que ta voisine a mangé un sandwich et voilà, même si c'était très bon. Mais l'idée, c'est quand même d'essayer de capter des choses que les gens devant leur télé ne peuvent pas voir ni ressentir. En tout cas, bravo, parce que même quand on voit pas le match, quand on voit tes longs résumés de match, c'est vrai que quand tu fais des matchs à rallonge, des fois, ça fait des pavés quand même en article. Ouais. Alors peut-être pour des gens, alors c'est un choix, tu me diras, pour le tennis, toi, t'as fait le choix, ou en tout cas, votre ligne éditoriale, c'est quand t'as un match passionnant, vous avez pas de scrupules pour mettre 70 lignes, tu vois. Ouais, après, c'est vrai que des fois, faut synthétiser. Quand même synthétiser un peu, parce que sinon. Mais sur les matchs importants, vous y allez, quoi. Vous y allez, quoi. Ouais, en fait, tu fais un peu en fonction, de l'importance du match. C'est sûr que tu vas pas faire la même chose pour un premier tour à Clarins ou pour la finale Alcaraz-Sinner, c'est évident. C'est clair. Et du coup, comment, tu n'es pas le seul à parler de tennis à l'équipe, sans trahir de secret, comment vous organisez là-dessus? Vous êtes combien? Comment ça s'organise, du coup, la rédaction comment ça s'organise la rédaction tennis à l'équipe? En gros, on est 6 ou 7 à temps plein au tennis. Ah oui, quand même. En gros, la rédaction de l'équipe, il y a à peu près 50 reporters ce qu'on appelle omnisport. Omnisport, ouais. Et à peu près la même chose foot. C'est à peu près 50-50. D'accord. Et donc 50 foot et ouais. Après, faut dire les choses. Le foot en France, oui, c'est ce qui fait le plus vendre. Ah oui. C'est de très loin ce qui fait le plus vendre. Ça fait même plus que 50%. Donc, voilà. C'est logique. Si on se fie que aux ventes, il y aurait même plus de foot. Même si les gens disent tout le temps qu'il y a que du foot. Heureusement qu'il y a le foot. En fait, même qu'on aime ou pas, en fait, c'est malgré tout, c'est ce qui fait vivre. Même si le tennis est un des plus gros sports. Donc, en gros, on est 6 ou 7 et on se répartit la couverture à l'année. C'est-à-dire qu'on fait tous les grands chelems. Open d'Australie, on part à 3. Roland, on est tous là parce que voilà, c'est à Paris. Wim, là, ils vont être 3. Il y en a déjà un qui est au qualif et il va être rejoint par 2 reporters plus un photographe. Ah, cool. Et l'US, on le fait à 3 aussi. Après, on fait quasiment tous les Master 1000. Et après, tous les tournois français, évidemment. Et après, ça va dépendre de l'actu. Par exemple, là, cette année, on est allé à Barcelone parce qu'il y avait Arthur Fils contre Alcaraz. Donc après, voilà, ça va dépendre de l'actu. Pareil, phase finale de Coupe Davis, on va y aller. Billie Jean King Cup, s'il y a la France, on va y aller. Voilà. Donc tout ça, après, ça dépend de ce qui se passe là. Loïs Boisson, par exemple, il y a peut-être des tournois qu'elle va faire où on serait pas allé normalement. Là, pour la suivre, on va peut-être y aller. Voilà. Après, on s'adapte aussi à ce qui se passe, aux résultats des Français et des Françaises. Ça se trouve, du coup, je prends l'exemple, alors peut-être vous allez pour les garçons, mais peut-être vous allez au Master 1000 de Montréal où elle va peut-être aller, quoi. Oui, ça, normalement, Masters 1000, de toute façon, on les couvre d'une manière ou d'une autre. Mais sauf que oui, en l'occurrence, comme c'est pas mixte, comme il y a Toronto pour les mecs cette année, ou l'inverse, je sais jamais. Ouais, c'est ça, Toronto. En tout cas, c'est pas dans la même ville, donc peut-être qu'on serait pas allé, et que là, on va y aller, parce que si elle y est, voilà. Donc, on s'adapte aussi, on a un budget de base pour tous les gros tournois. D'accord. Et après, il y a des petits budgets, que ce soit pour des reportages. Par exemple, souvent en décembre, à l'intersaison, on va aller dans le sud, faire un petit tour des différentes académies où beaucoup s'entraînent. Ouais. Monaco, machin, voilà, on va aller un peu partout pour interviewer les joueurs à un moment où ils ont un peu plus de temps. Donc ça fait partie des budgets que tu as en plus tous les ans. Et donc, ça peut être, aller voir Loïs Boisson, même aller, je sais pas, sur ses traces dans son club d'enfance, j'en sais rien, voilà, des trucs comme ça qui n'étaient pas prévus et que d'un coup, on va faire. Par exemple, si elle avait battu Coco Gauff, je pense qu'on aurait envoyé quelqu'un dans son club d'enfance faire un sujet depuis là-bas, un live direct. Voilà. En l'occurrence, on l'a pas fait, mais il y a plein de choses comme ça où on s'adapte à l'actualité. Et donc, ça fait qu'on fait tous. Tu vois, là, moi, j'ai fait l'Open d'Australie, j'ai fait Madrid, Roland évidemment. Je vais faire toute la tournée américaine. Donc, ça fait quand même. Puis après la fin de saison, évidemment, en Europe. Notamment, j'allais dire Bercy, mais feu Bercy. Non, ce sera chez moi à Nanterre. Ouais. Ça m'arrange pas du tout, c'est beaucoup plus loin de chez moi. Ah, ça te fait une plus grosse. mais donc ouais, ça fait quand même pas mal mine de rien, pas mal de semaines de déplacement. Donc c'est aussi une vie. Alors on bouge évidemment moins que les joueurs et les entraîneurs, mais c'est aussi une vie
un peu particulière. Et nous, contrairement à eux, on a ce gros avantage, c'est on gagne toujours les tournois. C'est-à-dire qu'on est toujours là jusqu'à la finale. Donc ça, c'est cool. Alors, vous n'avez pas le même prize money, mais... Pas le même prize money. Il manque un 0 ou 2, mais, ou 3. S'il y a qu'un 0, ça va. Là, on gagnait très bien l'équipe. Ça dépend les gens. Ouais. Bon. Je vais pas rentrer dans les détails financiers. Je vais pas te demander ta feuille d'impôt. Ne t'inquiète pas, c'est pas l'idée. Je poserai juste une dernière question. Ouais. Est-ce qu'on arrive, en tant que journaliste, moi je vois c'est un peu la frontière, je l'ai sur le circuit secondaire, est-ce qu'on arrive à se faire des potes ou des amis chez les joueurs et les joueuses? Je pense qu'à une époque, oui. À une époque, il y avait beaucoup plus de proximité entre les journalistes et les joueurs et joueuses. Ouais. Notamment avant les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a, je sais pas, il y a 20, 25, 30 ans, ils pouvaient régulièrement dîner avec les joueurs, ouais. Ce genre de choses. Aujourd'hui, beaucoup moins. Déjà, je pense parce que avec les réseaux sociaux, en fait, les joueurs ont moins besoin des médias traditionnels. Ils font leur propre communication via leurs réseaux sociaux. S'ils ont quelque chose à annoncer, un forfait, bah, ils vont le faire sur Instagram. Sur Instagram, Twitter, etc. Twitter, voilà. Donc, pour les informations brutes, ils ont plus besoin de nous, même pour s'adresser à leurs fans, ils n'ont pas forcément besoin de nous. Donc c'est un rapport un peu différent. Ensuite, il y a beaucoup plus d'intermédiaires, notamment les agents, qui sont beaucoup plus présents qu'avant et qui ont un rôle important que je ne nie pas, mais qui parfois filtrent beaucoup et trop des fois. Voilà, notamment, tu vois, c'est tout con, mais des fois, tu as un contact direct avec le joueur qui te dit OK pour une interview, et puis après, tu as l'agent qui va s'en mêler. Et les fois d'après, il faut absolument passer par l'agent. Donc des fois, tu as l'impression aussi qu'il justifie un petit peu son salaire, le monsieur. Mais bon, voilà, on fait avec. Mais malgré tout, moi, je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose qu'il n'y ait pas une trop grande proximité. Il y a des joueurs, des joueuses avec lesquels on s'entend très bien, qui on a des bonnes relations. Mais moi, si demain, il y a un joueur qui devient mon pote, avec qui je dîne régulièrement, on parle de nos familles, ce genre de choses, si derrière, il fait de la merde, que ce soit dans son comportement ou dans son jeu, et que je me censure un peu parce que je veux pas avoir une mauvaise relation avec lui, bah je fais plus mon boulot. Après, éventuellement, vous êtes 7, ça peut être un collègue qui fait le papier. Oui, mais bon, on est 7, mais si il y a des tournois, t'es seul sur le tournoi. Ouais, je comprends. Et donc, moi, je veux pas un jour me dire, ah merde, ouais, il a insulté l'arbitre, mais j'ai pas trop envie de le défoncer parce que c'est un pote, ouais. Parce que c'est un pote. Donc, ouais, je comprends, ouais. Donc, moi, je suis content d'avoir une totale, tu vois, une distance par rapport à ça. Ce qui n'empêche pas qu'il y en a avec lesquels, globalement, il y a aucun problème en plus. Et il y a des bonnes relations, mais c'est des bonnes relations professionnelles. C'est-à-dire que c'est comme avec un collègue avec qui tu t'entends bien, mais t'es pas son pote et tu vas pas faire des soirées avec. Donc, moi, cette frontière-là, je trouve qu'elle est, mine de rien, plutôt importante. Même si, bah, peut-être que ça va te limiter sur certaines choses, que tu vas avoir un peu moins d'interviews one-one avec, peut-être même moins d'infos, où tu vas les avoir différemment. Clairement, c'est pas par les joueurs que tu as des infos aujourd'hui. Non. En tout cas, voilà, ça va être plus autour, les entourages. Mais est-ce que c'est une mauvaise chose? Moi, je suis pas sûr. La seule chose qui est dommage, c'est que, notamment, je pense, les agents considèrent que ils ont beaucoup moins besoin de nous. Mais il faut faire quand même une différence entre la communication que sont les posts Instagram et Twitter et le journalisme. C'est quand même pas la même chose. Je suis d'accord. Instagram, ils vont te montrer que ce qu'ils veulent te montrer. Nous, notre rôle, justement, c'est de montrer aussi ce que eux ne veulent pas forcément montrer. On rentre vraiment sur la différence entre créateur de contenu, réseaux sociaux et un vrai journaliste écrit ou... Ouais, voilà. Après, créateur de contenu, je pense que vous pouvez montrer aussi des choses, vous pouvez montrer des coulisses. On a moins de contraintes. On se donne moins de contraintes et l'avantage aussi. Des fois, moins d'éthique. On va pas se le cacher aussi. Ça, je sais pas. si, on peut le dire. Mais oui, c'est des métiers différents. Ça veut pas dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. C'est complémentaire, je pense. Ok. Eh ben, on va passer on va parler un petit peu de ton livre que tu as sorti en mai avec, alors c'est les éditions Hugo Sport. Tout à fait. Je ne connaissais pas l'édition Hugo Sport. J'ai vu que t'avais sorti le premier bouquin avec eux. Exactement. Donc, ils t'ont suivi. Alors, on le montre à la caméra, la face cachée du tennis, avec la préface de Lucho, disons, Lucas Pouille. Voilà, qu'on espère qu'il reviendra sur le circuit, là, il est entraîneur de Arthur Hinderknecht sur la saison sur gazon. Sur la saison sur gazon. Bon, c'est 2 semaines, mais, c'est déjà ça. Écoute, je sais pas s'il va rester avec lui un peu après, mais voilà. Bon, il a l'intention de rejouer normalement l'année prochaine, si tout va bien. Et du coup, c'est un livre qui est super intéressant parce que tu parles de sujets qui sont peu évoqués, dans les médias.
peut-être plus d'ailleurs sur les réseaux sociaux, un peu, il y a notamment moins, par des joueurs. Des joueurs ou voilà qui parlent un peu qui parlent un peu de la face cachée, mais c'est quand même très tabou. Comment t'en es venu à choisir ce sujet un petit peu de la face cachée du tennis, du circuit secondaire? Ça a été quoi le cheminement pour se lancer sur Recueil? En fait, c'est d'abord parti de sujets que j'ai fait pour l'équipe ces dernières années, que ce soit justement autour des paris sportifs, du harcèlement. Il y a eu plein de cas ces dernières années que je me suis intéressé. Et c'était il y a 2 ans, j'avais voulu justement me détacher un peu pendant quelques mois du circuit principal pour aller couvrir des challengers, voir des futurs justement. Et donc c'est là que j'ai interrogé pas mal de joueurs et de joueuses qu'on n'avait pas l'habitude d'interroger sur leur vie, sur ce que c'est d'être 250e mondial au tennis, ce qui est très dur. Ce qui est très dur. Tu prêches un converti, typiquement dans cette zone. Donc voilà, des gens entre 200, 250, 300 qui racontent un peu leur quotidien. Et donc ça s'est fait un peu comme ça. J'ai commencé vraiment à le faire il y a 2 ans. Voilà, parce que tu vois, on parlait des joueurs. Moi, il y a un joueur avec lequel je m'entends bien qui s'appelle Laurent Locoli. Donc qui lui aussi m'a raconté un peu, Corse, qui m'a raconté un petit peu cet envers du décor. Lui, Denoli aussi, des joueurs comme ça. Et donc ça m'a donné envie vraiment de m'y plonger complètement, à la fois la partie galère, c'est-à-dire t'as pas de thunes, donc comment tu fais pour voyager, tous les coûts, on s'en rend pas compte, mais c'est énorme. Les coûts sont énormes. On parle beaucoup des prize money, mais déjà sur le prize money, avec ce que tu retires en taxes, en impôts, et sur tout ce que ça te coûte, si t'as une équipe, tout ça, souvent t'as plus rien, souvent tu finis même en négatif. Donc voilà, raconter tout ça, et puis l'autre partie autour des paris sportifs, des matchs truqués. En fait, la première partie, est la cause un peu des autres parties qui sont les matchs truqués, même les aspects, tout ce qui est dépression, tentative de suicide parfois, alcool, ce genre de choses qui peuvent exister, alors qu'ils n'existent pas que dans le tennis, ça existe malheureusement partout dans la société, mais disons qu'il y a, si tu as des tendances dépressives ou ce genre de choses, le tennis et la vie sur le circuit secondaire peuvent les accentuer. C'est la jungle, je veux pas le cacher, je le suis depuis 1 an, c'est la jungle. C'est la solitude aussi, beaucoup. Encore plus chez les filles, je trouve. Encore plus chez les filles, en fait, à partir du moment où tu n'as pas assez d'argent pour voyager avec quelqu'un, quand t'es tout seul, c'est difficile. T'es tout le temps seul. Et quand, je sais pas, ça fait ta 3e semaine, tu fais une tournée de tournoi, je sais pas, en Inde, de futur en Inde ou de challenger en Inde, et que c'est la 3e fois d'affilée que tu perds au 1er ou 2e tour. C'est dur. Tu sais que t'as perdu 2 ou 3 000 euros sur le voyage, que tu rentres tout seul dans ta chambre d'hôtel qui est souvent pas terrible, et que tu bouffes ton petit poulet sur ton lit dans ta piole, tu te poses des questions, tu te dis qu'est-ce que je fais là? Il y en a beaucoup qui se posent régulièrement ces questions de qu'est-ce que je fais là? À la fois c'est ton métier, mais t'en vis pas vraiment. Donc est-ce que tu t'es vraiment un professionnel si tu ne vis pas de ce que tu fais? Et puis ce qui est très difficile dans le sport de haut niveau et dans le tennis en particulier, c'est de détacher qui tu es en tant que personne de tes performances sur le terrain. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, quand ils perdent, ils considèrent qu'ils sont des merdes. Alors qu'évidemment, heureusement, fort heureusement, ce n'est pas lié, mais c'est très difficile de justement de faire la distinction des deux. Et donc souvent, tu vas tu peux finir par avoir des pensées assez sombres au bout d'un moment. Et avant de rentrer un peu dans le détail de certaines thématiques, tu as beaucoup de témoignages dans le bouquin, sur divers thématiques, mais quel est le témoignage, alors il est peut-être pas dans le bouquin d'ailleurs, mais quel est le témoignage qui t'a le plus bouleversé, quelle que soit la thématique? Il y a celui de Laurent Locoli, à la fois sur tout l'aspect galère qu'il raconte, et aussi sur, en fait, quand il était jeune, il a perdu sa grande sœur, qui était vraiment celle qui l'a mis sur un terrain de tennis, qui l'accompagnait, que ce soit à Roland-Garros ou à la Ligue Corse, ou voilà, qui était là pour lui en permanence. Et donc, il raconte un peu comment son rapport à la vie et à la mort a changé dès l'adolescence, qui est quand même très jeune pour connaître de si près la mort. Et comment même encore aujourd'hui ça a une influence sur lui dans son quotidien, à quel point il pense à elle pendant les matchs, il dit je sais pas qu'est-ce qu'elle me dirait de faire à ce moment-là, voilà. Donc on va jusque là, c'est un mec très sensible, et du coup tu comprends sa sensibilité, tu comprends ses excès parfois, tu comprends pourquoi il est sanguin, tu comprends plein de choses en fait. Donc ça m'avait vraiment marqué.
Après, alors c'est dans la préface, mais c'était une interview aussi que j'avais faite avec lui il y a 2 ans. C'est Lucas Pouille, quand il raconte sa dépression, justement. Ah, ça, c'est fort, hein. Qui est quelque chose dont on n'était pas du tout au courant. Même moi, quand je vais l'interviewer, je suis pas du tout au courant. C'est vrai qu'il en a parlé quand il est revenu, hein. Ouais. Il en a pas trop parlé. Bah, ouais. Et en fait, je me souviens, je vais le voir parce il reprend et donc je vais le voir à Cannes. Il s'entraîne avec Enzo Pi, justement, à ce moment-là. Et donc pour une interview que j'imagine classique de retour, comment ça va, tu reprends. Et au final, il se livre. Et en fait, très vite, ouais, tu comprends que il est tombé très bas, que vraiment, il avait balancé sa raquette à la poubelle, que c'était terminé, quoi. Et puis toutes les conséquences, les sponsors que tu perds, les revenus qui sont divisés par 10, toutes les conséquences du fait que tu passes d'un top 20 mondial récurrent à tu disparais, t'es 300e et tu joues des qualifs de challenger, quoi. Et ça va très vite. Ça va très vite, en fait. C'est ça qui est aussi dur dans ce sport, c'est que t'es jamais installé. Bah, c'est ce que disait Tsonga, il y a beaucoup d'accords entre marques où en fait quand t'es top 100, t'as plein de trucs qui tombent. Ouais. Et que en fait c'est sur la performance et que du jour au lendemain, si tu sors du top 100, des fois, comme tu dis, ça peut chuter très très vite. Ouais. Et puis les contrats, ils sont des fois sur quelques années, mais au moment du renouvellement du contrat, si t'es plus performant, c'est ciao, quoi. J'en viens sur les paris sportifs. Ça, c'est vrai que, alors, peut-être pas les matchs truqués, mais pour l'instant les paris sportifs, on a eu le cas où Benoît Paire l'année dernière, il avait pété un câble sur un parieur à Montpellier. C'est Montpellier. C'était à Montpellier, je crois. Bon, Montpellier est connu aussi malheureusement pour ça, parce qu'il y a souvent des parieurs qui traînent. Bon, j'espère qu'ils vont faire quelque chose. Il y en a partout. Il y en a partout, hein. Et même, je suis très étonné de voir des futurs à 15 000 ou CNGT, j'en ai pas vu, mais des fois on finit par les remarquer quand même. CNGT, est-ce qu'il y a des... Je crois pas qu'on puisse parier sur. Voilà, parier, je pense. Donc, mais c'est ça le principal problème, c'est qu'en fait tu peux parier sur des futurs, ce qui devrait pas être possible. Ce qui devrait pas être possible, malheureusement, tu peux. Alors en France, c'est assez contrôlé, mais il y a des pays où c'est freestyle complet, donc suffit que tu mettes un VPN et tu prends l'appli du pays en question et c'est bon. C'est bon. Alors, je vais pas apprendre aux gens à comment détourner C'est pas l'idée de la vidéo. Mais bon, c'est très facile, je pense. Alors bonjour, on est sur un tuto pour comment gagner de l'argent. Comment gagner de l'argent. Alors le VPN, vous le mettez au Maroc, et vous pouvez parier sur un tournoi. Vous mettez au bord du cours et vous anticipez, vous appuyez plus vite. Non, blague à part, on en rigole, mais moi t'en as eu, et moi j'ai eu beaucoup de témoigges de joueurs et joueuses qui se sont fait menacer. Non, voilà, c'est ça le problème, c'est qu'ils se font menacer derrière. Et des fois de manière très violente. Avec je connais ton adresse, t'habites à tel endroit. Et puis à la limite, quand t'es sur des très gros tournois, la menace est souvent seulement virtuelle, ce qui est déjà pas bien et ce qui est déjà problématique. Mais alors sur les petits tournois, il y a pas la barrière. En plus, il y a pas ou peu de sécurité. Les clubs sont souvent assez facilement accessibles. Tout à fait, ouais. Ou au pire, t'attends devant. Enfin, voilà, c'est quand même souvent très simple de t'introduire dans un petit club où il y a un futur qui est en train de se jouer. Donc là, le danger est réel. C'était justement Laurent Locoli qui m'avait raconté une anecdote sur un tournoi en Italie, je crois, où il était en train de s'entraîner avec son coach. Et en fait, il entend des bruits sur un terrain à côté. Et c'était un joueur italien, Travaglia, je crois. Travaglia, ouais. Qui venait de perdre son match et qui a été pris à partie, en fait, par un mec à la sortie du cours qui était pas content qu'il ait perdu son match, quoi. On a vu une image comme ça il y a pas très longtemps. C'était pas Travaglia. C'était un mec qui allait voir des c'était des pareils. C'était surréaliste. Qui avait qui pendant tout le match l'avait emmerdé. C'est clair. Donc ça, oui, c'est un fléau, particulièrement sur les petits tournois. Et puis, les joueurs sont un peu livrés à eux-mêmes face à ça, quoi. Donc et puis c'est toujours pareil. Si tu t'appelles Djokovic, tu t'en fous, t'as 10 personnes qui gèrent tes réseaux sociaux, t'es jamais de sécu, il y a pas trop de risques, tu vois. Oui, et puis voilà, t'es jamais confronté directement. Djoko, il lit pas ses messages Insta. Il s'en pense pas. Je pense qu'il est un Par contre, t'es 200e mondial, tu gères tes réseaux toi-même, tu lis les messages parce que tu veux aussi avoir juste voir tes potes qui te parlent avec tes potes et tout, et tu vois, au milieu de ça, tu vois je vais tuer ta mère, j'espère que tes parents vont avoir un cancer, ce genre de choses. Bon. Et encore, t'es gentil. Voilà. Tu filtres. Je veux pas, ça passe sur YouTube. Je veux pas te démonétiser. Ouais. Non, j'aimerais un jour être monétisé. Donc, si on pourrait ne pas blacklister dès le départ, c'est sûr. Non, mais voilà. Et non, c'est terrible. Si ça arrive une fois ou deux, tu vois, même moi, ça m'est arrivé de recevoir des messages comme ça sur Twitter. Ça arrive 2-3 fois. Bon, tu dis, c'est un enfant, tu t'en fous. Mais si ça arrive tous les jours, 20, 30 fois, vraiment, tu pètes un Franchement, il faut qu'on en parle de X ou Twitter, comme tu veux. Franchement, alors, j'adore ce que fait Romain Negjen, hein. Il y a pas de sujet, mais j'arrive pas dans le monde du sport. Alors, de manière générale, je suis pas fan de Twitter, mais ça apporte quoi, honnêtement, Twitter?
dans le monde du sport? À part balancer de la haine. Oui, il y a beaucoup de haine. Après, il y a des infos. Je veux dire, voilà. Romain, par exemple, toi, vous mettez des infos, etc. Donc c'est intéressant. Mais on va dire que le contenu intelligent est tellement noyé dans la bêtise et la violence des propos, c'est dommage. Le plus négatif. C'est le plus hater, quoi. Ouais, c'est un truc de dingo, quoi. Ouais. Mais bon, ça, malheureusement. Mais c'est vrai que pour nous, c'est quand même aussi un outil de travail, malgré tout. Ouais. Il y a quand même, pour avoir certaines infos, il y a quand même plus de trucs que sur Insta, je trouve, moi. Mais les joueurs et les joueuses, ils l'utilisent. Ils sont beaucoup plus sur Insta, oui. Ah ouais, voilà, on est d'accord. Ouais, c'est plus pour tout l'environnement autour des joueurs. Oui, voilà, et même pour ça, tu vois, typiquement, un Romain Next Gen, si tu veux avoir certaines infos sur des juniors, des jeunes joueurs, ou même toi, d'autres mecs, autour, comme il y a beaucoup de journalistes, tu vois, même si tu as besoin, je sais pas, tu veux faire un truc sur Fonseca, tu veux parler à des journalistes brésiliens qui te racontent, tu vas les contacter sur Twitter, c'est sûr. C'est plus pour ça que c'est. Mais bon, même moi, j'ai pris un peu de distance avec ça. Avant, je répondais beaucoup aux gens, je réponds plus. Et même toi, tu te fais cyberharceler, entre guillemets. Ça m'est arrivé de temps en temps. Ouais, je me souviens à une époque, je sais plus, j'avais tweeté un truc sur Djoko, même pas, franchement, pas négatif dans mon souvenir. Et j'avais pris des trucs en serbe, j'avais fait Google Traduction. C'était pas joli. C'était pas gentil. C'était pas pour me souhaiter une belle journée, quoi. Nous t'invitons à Belgrade. A priori, ouais. Prends qu'un aller en avion, ça suffira. Vous voulez faire des choses pas très sympas à ma maman, je crois. Non, si je me souviens bien, elle aurait pas apprécié. Bon, on en rigole, mais ça, c'est du harcèlement. Oui, voilà, mais en fait, quand ça arrive une ou deux fois, tu t'en fous, mais les joueurs, malheureusement, c'est tout le temps, quoi. Et du coup, même des fois, quand ils gagnent, encore Corentin Deneuve, j'ai vu sur Insta, il venait de gagner un match 6-4, 6-2 et il s'est fait défoncer, quoi. Ah bah oui, forcément, un qui parie sur toi et un contre toi. Contre toi, où il paraît que tu vas gagner, tu vas perdre moins de X jeux et t'en perds un de trop, il est pas content. Et du coup, sur le harcèlement, je pense que c'est le truc le plus choquant pour moi. T'en as parlé longuement avec Alice, du coup, Tubelo, qui est pourtant quelqu'un de très gentil, qui a, j'espère un jour percera, mais qui a jamais été au-dessus des 200. Je l'espère un jour. Elle a quand même pris une vague de haine. Totalement dingue. Ouais. Mais totalement dingue. Au match au Pérou. Mais c'est ça, en fait, c'est ça. Et qu'est-ce qu'elle t'a raconté là-dessus? Parce que, franchement, moi, quand j'ai vu l'histoire, mais j'en ai parlé avec d'autres filles. Personne n'a compris pourquoi elle a pris une vague de haine. Je pense qu'il y a eu un concours de circonstances. Oui. En fait, elle était dans une période où elle gagnait énormément de matchs. C'est vrai, elle remontait proche des 200 à 250 en quelques mois. Elle se rapprochait des 200. Voilà. Et donc là, elle est en quart, en tournoi au Pérou. Je sais pas si c'était un W50, je sais même plus. Et en gros, elle joue face à une joueuse qui est, je crois, non classée. Mais pas parce qu'elle est nulle, parce qu'en fait, c'est une joueuse qui sort d'université. D'accord. Et qui jouait très bien en université. En fait, c'est une bonne joueuse universitaire. Joueuse locale, donc qui avait une invitation pour faire ce tournoi. Et elle perd contre cette joueuse, je crois, en servant 2 fois pour le match. Je sais plus s'il y a la balle de match, mais elle sert 2 fois pour le match et elle finit par le perdre. Et donc derrière, en fait, elle s'est pris plus de 300 messages de haine. Parce qu'en fait, les gens, souvent, visiblement, de ce que j'ai compris, beaucoup de gens ont parié sur ce match. Tu sais, quand tu fais des combinés, tu mets un match entre guillemets sécure, pour avoir les bonus, t'as des bonus plus tard. Là, il y en a plein qui ont pété les bonus. Et elle avait une cote minuscule parce que justement, elle était 250, elle jouait face à une non classée, donc pour les gens, c'était évident qu'elle allait gagner. Et comme quoi, en fait, il y a rien d'évident. Il y a rien d'évident de l'évident. Et donc, elle s'est pris une vague de haine de l'espace et notamment de quelqu'un qui a créé, qui a fait une usurpation d'identité, qui a créé une page Facebook en son nom. En accusant son père d'être un pédocriminel, avec des photos de ses cousins de 10 ans dessus. Ça, c'est ouf. En envoyant à partir de cette page des messages à tous les contacts Facebook d'Alice Tubelo. Du coup, les gens ont commencé à envoyer des messages à Alice en demandant qu'est-ce qui se passe. Puis derrière, tu vois, pour faire machine, même si, tu vois, c'est toujours pareil avec les fake news, c'est que même si tu dis que c'est pas vrai, il y a des gens qui vont rester sur ce qu'ils ont vu la première information. Et donc, ça a été terrible pour elle, pour sa famille, et la page a mis plus de 48 heures en plus à être supprimée, malgré ses demandes répétées. Donc, 48 heures, t'as le temps de faire des dégâts. Et donc là, t'imagines psychologiquement, parce que là, du coup, c'était même pas seulement elle qui était attaquée, quoi, c'est toute sa famille. Juste pour un match, des photos de gamins de 10 ans, tout ça, associé à un truc pédocriminalité. Bon, là, c'est lourd. Ouais, j'avoue que ça m'avait choqué l'histoire. Ouais, non, c'était franchement, et derrière, ça a eu le mérite quand même de réveiller les consciences. De réveiller un petit peu les gens, parce que ça a tellement choqué que, mais bon, au final, aujourd'hui, on est quoi, 10 mois après,
Ça continue, hein. Ça continue et puis ça s'arrêtera jamais, mais je vois pas comment ils peuvent mettre des garde-fous en fait. Bah alors maintenant il y a des logiciels qui trient, qui font que tu reçois beaucoup moins de messages, mais bon il y a aussi à la fois il y a les commentaires, c'est très facile sur les commentaires des publications de trier, mais sur les messages privés c'est beaucoup plus difficile visiblement. Il y a des histoires même d'anonymat, de respect de la vie privée. Tu peux pas entrer dans les messages privés des gens comme ça. Donc c'est un bourbier. Après la solution c'est de pas regarder tes messages privés quoi. Ça tombe dans les demandes. A priori c'est pas des contacts que t'as, donc ça tombe dans les demandes, dans les invitations. En tout cas je vois sur Insta, si t'as pas de lien direct, théoriquement ça tombe en invitation et tu peux ne pas les lire. Donc mais bon, t'as la tentation de regarder des fois. Et puis encore une fois voilà, tant que c'est du cyberharcèlement, bon, mais des fois ça devient du harcèlement. Ça peut aller sur les bords des cours et devenir des menaces réelles quoi. Et là c'est encore plus dangereux. Et j'ai vu que il y avait Pierre-Hugues Herbert qui avait parlé aussi d'harcèlement. Ouais. Alors je me souviens plus de la thématique, mais c'est par rapport à ses prises de position par rapport au Covid, donc rien à voir. Rien à voir, c'était Lui c'est pareil, on va dire que Joko et lui ils ont subi quand même une vague de peut-être pas de haine, mais c'était les deux qui avaient qu'ils ont quand même bien pris. C'est les deux qui avaient quand même pris bien position sur le sujet. Non, lui, ça avait rien à voir. C'était visiblement quelqu'un qui à la base était fan de lui et qui était allé le voir sur un tournoi, je sais plus lequel, et visiblement avait pas apprécié ce qu'avait dit un membre de son staff qui avait dû faire une blague en mode t'es tout le temps là, machin, rien de très méchant. Ouais. Et en fait, c'était transformé cette soi-disant amour qu'il ressentait pour Pierre-Hugues Herbert, c'était progressivement transformé en haine, où après chaque défaite, il lui envoyait des messages. Même des lettres, et il avait fini par faire, je sais pas comment, trouver l'adresse de ses beaux-parents, je crois. Et en fait, pendant le Covid, tu sais, Pierre Herbert, il avait participé à une collecte, tu sais, il y avait des dons pour les hôpitaux de Paris. Ouais. Il avait donné sa raquette, des t-shirts, ce genre de trucs. Donc, tout ça avait été mis aux enchères pour les hôpitaux de Paris. Et en fait, ce mec avait gagné les enchères sur la raquette et le t-shirt de Pierre Herbert. Et il les avait envoyés par la poste à l'adresse des beaux-parents, brisés en 1000 morceaux, avec des insultes sur sa fille ou son fils qu'il aurait violé ou je sais pas quoi, des trucs. Mais c'est ouf qu'on en arrive là. Hein. Moi, des fous quoi. Là, on est vraiment sur des fous là. Et il y a eu, il a porté plainte et cette personne a été condamnée. Parce qu'en plus, parlait en son nom quoi. Ça, c'est quand même des trucs chauds quand même. Bon, on n'en est pas à l'histoire de Jules Marie où c'était un peu plus sympa, où il a cru qu'il se qualifiait. Voilà. Bon, ça l'a pas trop fait rire, mais. Il a pas, non, il a pas du tout rigolé pour lui. Le prank était pas très drôle, mais bon. Et il y a un sujet qu'on parle beaucoup. Alors, on en parlait peut-être avant, mais c'était un peu tabou. C'était l'aspect mental. Je pense qu'il y en a pas mal qui t'en ont parlé également. Ouais. C'est. Ça revient de plus en plus. Je sais pas si tu en avais discuté. Je pense avec Caroline Garcia peut-être. Ouais. Elle te disait quoi là-dessus? J'ai l'impression que tous les joueurs. Ça c'était au moment. En plus, elle venait de faire sa saison 2022, sa fin de saison 2022 de folie quoi. De l'espace. Et elle a parlé du fait que oui, elle a eu des périodes de boulimie notamment. Où, voilà, après des défaites, elle se retrouvait seule dans sa chambre d'hôtel et crise de je mange. Et puis des périodes sombres même où elle était blessée, où elle voyait tout en noir, où elle pensait qu'elle n'aimait plus le tennis. Ça l'a poursuivi jusqu'à quasiment la fin de saison dernière. Et puis voilà, là, elle va arrêter très jeune finalement. Enfin, très jeune, oui. Dans la moyenne, elle est pas dans la moyenne. Mais bon là, pour le coup, elle s'est réconciliée avec son tennis, donc tant mieux. Mais donc oui, et malheureusement, des cas comme elle, il y en a énormément. On a parlé de Lucas Pouille tout à l'heure. Et d'ailleurs, ce qui prouve que c'est pas seulement les joueurs au-delà d'un certain classement, ça peut c'est même les top players, ouais. Il y avait Andreescu aussi à un moment qu'on a parlé, Naomi Osaka évidemment. Là-dessus, il y en a malheureusement, et puis ça touche filles, garçons, tout le monde peut être touché quoi. Pour le coup, oui, tout le monde est touché quoi. Et du coup, c'est un livre passionnant et c'est top que t'aies pu mettre en avant le circuit secondaire. Alors, je vais pas demander une info en teaser, hein, mais est-ce que ça t'a donné envie de faire une suite sur ces thématiques ou tu envisages d'autres thématiques autour du tennis? J'aimerais bien ne pas faire que des trucs dark. C'est bien aussi de faire des trucs un peu. Est-ce que tu vas nous sortir un bouquin joyeux sur le tennis? Out est plus joyeux. Le premier. Oui, Out il est beaucoup plus drôle. Déjà qu'on a une préface sur Benoît Paire, on se doute que c'est pour déconner. J'aurais pas fait une préface avec Benoît Paire, ça aurait été un peu décalé quand même.
Ouais. Bon, après, lui, il a suivi des trucs aussi, hein. Bien sûr. Mais, alors, il y a un aspect qui apparaît pas dans ce livre, mais qui est un truc, sur lequel j'ai pas mal travaillé récemment, c'est, l'emprise. Il y a eu notamment le cas avec, Rybakina et son entraîneur. Oui. Qui fait pas mal parler. C'est vrai. Et donc, dans les relations entre entraîneurs et joueurs, et principalement entraîneurs et joueuses, pas mal les abus. Et là, je suis en train de travailler sur un autre truc autour des parents dans le tennis. Et pareil, avec il y a de quoi faire. Hein. Alors là, tu peux attaquer dès les jeunes en plus. Bah, bien sûr. Donc là, il y a du taf, hein. Dès 7 ans jusqu'au bout. Ouais. Les abus aussi, les parents qui deviennent violents, parce que le tennis, notamment dans certains pays pauvres, où le tennis est la solution, une des solutions pour s'en sortir. Pour élever, et donc, du coup, souvent, les parents, en général, pères, même si ça peut parfois être les mères, mais c'est quand même souvent les pères, ont des comportements, très excessif, on va dire. Donc ça, c'est des sujets que ça aurait pu faire partie du livre, mais bon, ça aurait été. Ça peut faire l'objet d'un bouquin en entier. Un bouquin, mais voilà. En tout cas, là, c'est des choses sur lesquelles je suis en train de travailler pour l'équipe en ce moment. Mais bon, sinon, j'ai pas de projet à moyen terme là de livre. Ça prend quand même beaucoup de temps, donc. Tu m'étonnes. Là, t'as mis. Du coup, celui-là, le premier, il datait de 2020. Ouais, c'est ça 2020. Bon, c'est sorti Covid. Là, du coup, on va dire, t'avais bossé directement sur celui-là. Non, je m'y suis mis l'année dernière. D'accord, donc 6-8 mois, quoi. 6-8 mois, ouais. Sachant que je fais ça en gros en parallèle de mon taf. On a la chance d'avoir quand même quelques congés qui me permettent, sur lesquels que je prends, que j'ai pris notamment pour bosser dessus. Et puis bon, le gros avantage, c'est que voilà, tous les contacts, tout ça, je les ai déjà. Donc c'est déjà, oui, c'est sûr. Ça fait quand même gagner pas mal de temps, quoi. Je partais pas de zéro. Ok, ouais, 6-8 mois déjà, c'est assez rapide pour faire un bouquin comme ça. Ouais, voilà. Après, c'est vrai que c'est beaucoup, c'est des chapitres avec pas mal d'histoires dedans. C'est comme plein d'articles, en fait. C'est pas un roman où tout se suit de la première à la dernière page. Donc, tu peux écrire au fur et à mesure. Et ça, pareil, ça se lit, ça se picore. T'es pas obligé de lire de la première à la dernière. Donc, c'est pas les formats les plus, on va dire, compliqués et longs à écrire. Enfin, en tout cas, pour moi, je suis habitué. Je tombe sur Audrey Albier. Elle, par exemple, elle m'avait envoyé une photo d'un pistolet. Ah ouais, qu'un mec lui avait envoyé sur les réseaux. Elle perd en demi à Andrézieux il y a 2 ans, je crois. C'est un 75 Andrézieux, j'y étais cette année. Elle perd en demi, elle reçoit un flingue sur Insta. Tu vois, là, je tombe dessus, c'est vraiment Lazare. J'avais même pas mis de post-it, hein. Tu vois. Mais, et du coup, justement, Amandine S, que je salue, adorable d'ailleurs. Elle a une histoire un peu un gamin. Je l'ai croisée à Biarritz. Belle histoire, ça pourrait faire. Ouais, là pour le coup c'est vraiment la passion. Passion jusqu'au bout. Hein. Et puis son mari, ou je sais pas si c'est son mari ou son compagnon, en tout cas, tu vois, qui a mis de côté sa carrière professionnelle pour suivre et s'occuper de leur enfant pendant qu'Amandine joue. C'était une belle histoire. Hein. C'est incroyable. Et est-ce que tu as eu des retours des témoignages ou des retours de certains joueurs et joueuses? Alors pas forcément que tu as témoigné, mais c'est comment les retours de Pimet par rapport à ton bouquin? Bah écoute, ouais, j'ai eu des super retours. Certains joueurs, oui, notamment Laurent Locoli qui l'a dévoré, même des entraîneurs qui sont assez friands de tout ça. Donc ouais, j'ai eu pas mal de retours. Bah globalement, on va dire que dans le milieu, ils connaissent ces problématiques. Donc bien sûr. Il y a des histoires qu'ils ne connaissaient pas. Non, mais il pourrait dire c'est sympa ce qu'il a fait Quentin, mais c'est pas bien retranscrit, tu vois. Enfin, j'en sais rien. Non, franchement, globalement très positif. Ouais. Franchement, ouais. Non, franchement, j'ai eu des bons retours. Et puis, je pense que pour le coup, grand public peut découvrir pas mal de choses. Les gens qui connaissent le tennis à travers Roland-Garros, Bercy ou les grands chelems de manière générale. Ah, mais il y en a qui ont que le prisme grand chelem. Bah voilà, le grand public, c'est quand même beaucoup ça malgré tout. C'est vrai. Voilà, nous, on est des fans hardcore, mais on représente vraiment une minorité. Hein. C'est vrai. Les gens qui regardent toute l'année, il y en a pas beaucoup. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont découvrir un peu cette autre face de ce sport. Quoi. Ok. Bon, je vais faire la promo, hein, comme les journalistes à la télé. Hein, la face cachée du tennis de Quentin Moinet, préface de Lucas Pouille. J'ai vu que, mine de rien, il est édité tu le trouves dans plein de magasins. Hein. J'ai vu la Fnac. Fnac, Amazon. Fnac, Amazon, il est sur librairie. J'ai regardé tout à l'heure, hein, je crois que t'es sur 10 ou 11 plateformes de vente. Voilà, tu vois. C'est beau, hein. On est partout. Et t'en as, enfin, j'ai pas encore, franchement, j'ai pas les chiffres pour l'instant. J'ai pas demandé. Bah, t'en as produit combien? Bah, je sais pas. Ah, tu sais pas? Non, je sais pas. Et t'as même pas... J'ai pas demandé. Je pourrais demander, mais je l'ai pas demandé, je t'avoue. D'accord. Mais, faudrait que je demande. Le but est... Bah, le premier, c'était très bien vendu. Ouais. Parce que d'ailleurs, il avait été réimprimé en poche. Ouais, c'est vrai. Mais celui-là, je sais pas. J'ai pas eu, honnêtement, j'ai pas encore de retour. Faudrait que je demande. En général, tu diras, ça fait qu'un mois et demi. Bah, même pas un mois. Même pas. Sorti mi-mai. Ah, le 14 mai, oui, j'avais vu, c'est ça.
Donc ça fait un mois, mais il faudrait que je demande. Je demanderai à mon éditeur, je lui enverrai un message, je te dirai. Ça marche, au pire de J'en ai vendu 6. Dont 5 à ma famille. J'en ai vendu 6 et j'en ai donné 50. Bah, Laurent Le Colis, il y en a qui... Ah bah oui, ils l'ont pas acheté. Non, c'est normal. C'est normal. Bah, tu vois, tu dirais que t'aurais presque pu le filer à chaque témoin au final, quasiment. Ouais, je l'ai filé à certains, pas tous, mais après certains que j'ai... Non, bah j'ai picoré, je pense qu'il faut que je lise en entier maintenant. Ça va être ma table de chevet. Ça va être pas mal. Bien, hein. Voilà. Entre 2 tournois, tu vois, quand tu te lèves à 4 heures pour aller sur un tournoi, tu peux lire dans le train. Et je l'ai subi, ça. Surtout quand tu fais le circuit secondaire, des fois. Oui, c'est pour ça que je dis ça. Moi, je vois sur tes stories, tu te lèves tôt. Tu te lèves plus tôt que moi. Ah oui, je pense de quelle story tu parles. Bah justement, Andrézieux, ça a été un périple. Même des joueurs se sont foutus de ma gueule en disant mais on est content que tu sois là, mais pourquoi tu t'infliges ça, quoi. Et ils m'ont dit mais pourquoi? Oui, sachant que toi t'as un taf à côté. C'est pas. Tu vis pas de ça. Non, je ne vis pas de ça. Peut-être un jour, mais ouais, je ne vis pas de ça. Donc c'est vrai que c'est folklore. On découvre du pays, hein. Mais bon, c'est sympa. Ok, très bien. Est-ce que tu as encore des rêves en tant que journaliste ou en tant que passionné de tennis? Est-ce que tu as quelque chose que tu as jamais fait? Tu as quand même fait déjà beaucoup de choses. Tu as fait tous les grands chelems. Ouais. Tu as fait la Coupe Davis, tu as fait la Beijing Cup, tu as fait une bonne partie des Masters. Tu as déjà fait le Grand Master à la fin? Ou pas? Ouais. Ouais. Bon, bah voilà. Je l'ai fait à Londres et à Turin. Et chez pour les filles aussi au Texas avec Garcia quand il le gagne. D'accord. Bon, t'as fait beaucoup, beaucoup de choses. Non, globalement, est-ce qu'on arrive à... Ce que j'ai fait, alors ce que je n'ai pas fait, que je ne ferai jamais, c'est l'ancien Miami. Ah bah oui, du coup ils ont changé de zone, ouais. Et c'est très dommage parce qu'apparemment le site était incroyable. Ouais. Ça, je l'ai jamais fait. Et fou, je n'ai jamais fait Monte Carlo. Quoi? Ouais, j'y suis déjà allé pour des interviews tout ça, mais j'ai jamais fait le tournoi. Ah ouais. Mais parce que c'est mon collègue Franck Ramella adore ce tournoi. Du coup il le garde. Et il me déteste. Non, je rigole, mais en tout cas, c'est un peu chasse gardée et je lui laisse avec grand plaisir. Ok. Mais du coup, est-ce que t'as encore parce qu'on pourrait se dire, t'as fait tous les tournois, t'as suivi plein de joueurs, joueuses. Est-ce qu'on tombe pas dans une monotonie? Est-ce que t'as encore des rêves dans le tennis ou à l'inverse? Peut-être question provocante, mais est-ce que tu te dirais pas, pourquoi je me lancerais pas dans un autre sport? Ouais, bah si, là, je me suis déjà posé la question de faire, je trouve que c'est bien à un moment de bouger un peu, tu vois, de se mettre un peu, parce que là, je suis dans une sorte de zone de confort, en fait, parce que j'ai les contacts, je connais les tournois, je connais les gens, après, voilà, le circuit se renouvelle, il y a toujours des nouveaux joueurs, des nouvelles histoires à raconter. C'est clair. Et je trouve ça sympa aussi, tu vois, moi, quand je suis arrivé, Nadal, Federer, tout ça était déjà sur la deuxième partie de leur carrière. Donc je trouve ça sympa là, tu vois, de suivre Alcaraz, de se dire on suit Alcaraz de bout en bout, ou un Fonseca qui arrive, ce genre de joueur, même un Arthur Fils en France, tu vois, voir toute la carrière de ce genre de joueur, c'est sympa aussi. Mais il y a d'autres sports qui me plaisent et j'aimerais bien un peu. Ce qui me manque parfois au tennis, c'est l'aspect collectif, le fait de tu vois, suivre une équipe où t'es vraiment un peu inside avec une équipe où tu vois, tennis, ce qui est dur, c'est que quand tu dois écrire ton 25e papier sur Alcaraz ou sur Arthur Fils, c'est dur de se renouveler des fois. Hein. Bah putain, des fois tu sèches un peu, alors que quand tu fais une équipe, bah, déjà il y a 20, 30, 40 mecs, il y a un staff, il y a des histoires, t'en as 1000 quoi. Donc des fois, ouais, je me pose la question parfois de faire autre chose. Puis je trouve ça bien même, voilà, de sortir de sa zone de confort. Mais dans le tennis, honnêtement, j'adore ça, mais ouais, honnêtement, même sur un tournoi ou tout ça, j'ai un peu tout fait, quoi. Donc, ouais, bah, ce s'entend que tu puisses, t'aies envie mais après, honnêtement, là, tu vois, je vais faire l'US Open, c'est trop cool. Puis le tennis, quand même, c'est dans des belles villes, quoi. C'est quand même, Melbourne, Londres, New York, t'es pas, tu vas venir sur un 50 000 à Macon. T'es pas à Andrézieux ou Tu vas venir à Andrézieux l'année prochaine avec moi, tu vas voir sur un 75 000 féminin, tu seras différent. Bah, c'est autre chose, ouais. Mais, c'est sûr qu'il y a un confort, c'est un peu le luxe, honnêtement, hein. Même les tournois, toi, t'es bien reçu, t'es dans des bonnes conditions, les salles de presse sont belles. C'est un autre monde. Bah, moi, je le vois, hein, je fais entre 50 000 et 500. Bon, bah voilà, c'est pas pareil entre Mâcon et, j'ai rien contre Mâcon, hein, mais on était bien accueillis, mais entre Mâcon et Strasbourg, bah, tu vois le gap, hein. Ouais. Ça n'a rien à voir. Après, tu vois, quand justement, j'avais fait une série, un peu de les challengers en France, faut aussi dire que les tournois sont globalement, même CNGT, tout est du haut niveau, honnêtement, c'est du haut niveau. C'était bien reçu et c'est de très bonne qualité.
Puis tu vois, quand ils savent qu'il y a l'équipe qui vient, c'est pas quand il y a moi, c'est quand ils voient, putain, il y a un journaliste de l'équipe, ils sont contents, donc t'es bien reçu aussi. C'est clair. C'est aussi un avantage, honnêtement, c'est que quand t'es à l'équipe, bah, t'as la marque l'équipe avec toi et ça aide pour tout, ça ouvre plein de portes, que ce soit pour les interviews. On est même renommé dans le tennis, on est considéré comme un média très important, donc on peut avoir, ça nous permet d'avoir aussi tous les grands joueurs régulièrement. Et ça, c'est sûr que les portes se ferment pas tant que ça au final. Voilà, et ça c'est sûr que c'est pas parce que c'est Quentin Moinet ou un autre, c'est que tu vois, si je bossais dans un média moins renommé dans le tennis, j'aurais beaucoup moins d'accès. Donc là-dessus, c'est clair que c'est une chance énorme d'être à l'équipe. Et t'as jamais pensé, ou tu y penses peut-être, à être un dep? Bah, je l'ai été au début. Ouais. J'étais freelance, mais pas spécialement tennis. Mais honnêtement, c'est dur. Hein. Ah bah là, tu cravaches tout seul. Faut aller tout voilà, chercher tout seul. Et puis, du coup, si t'es indépendant, tu publies pour qui Tu te finances comment? Ça, on est d'accord. Comment, tu vois, les tournois, on dit que c'est très cher pour les joueurs, donc c'est très cher pour les journalistes aussi, même si on n'a pas de staff. Quand tu pars tout seul sur un tournoi, tu vois, l'US Open, c'est au moins $300 la nuit. Si tu restes 15 jours, le calcul est vite fait. Le calcul est vite fait. T'en as pour quasiment 4500 balles. Et ça, c'est sans compter l'avion, sans compter la bouffe sur place. Les extras, machin, ça va vite. Hein. Faut que si t'es freelance, faut que t'aies plusieurs médias qui te prennent un certain nombre de papiers pour ne serait-ce que déjà rentrer dans tes frais. Je te dis même pas mettre de l'argent de côté, ce qui est quand même le but. Donc ça a des avantages, mais honnêtement, là j'ai un confort à l'équipe que j'aurais pas si j'étais indépendant. Quoi. C'est clair. Et comme ça m'empêche pas, tu vois, à côté de faire des trucs comme ça, un peu des projets perso à côté de bouquins. S'ils te laissent faire, c'est bien. Voilà. Bah ouais, parce que tu vois, même pour eux, finalement, c'est aussi une promo. Oui, indirectement, c'est une promo. Je l'ai créé en tant que journaliste malgré tout à l'équipe. À l'équipe, ouais. Donc, malgré tout, ça leur fait de la pub, indirectement. Voilà. D'accord. Dernière peut-être thématique, parce que là, pour le coup, ça fait un petit temps qu'on tourne là. C'est le problème, je suis toujours... Ah, il est déjà 20h. Dernier métro. Allez, non, pas dernier métro, je vais me faire engueuler. Mais ça, je couperai au montage. Non, tu as fait un papier il y a 1 an et demi sur les créateurs de contenu, ou il y a 1 an à peu près. Ouais, je sais pas. Déjà, je te remercie parce qu'il y en a pas beaucoup. Je crois pas avoir vu beaucoup de papiers sur ce domaine-là. C'est quoi ton avis là-dessus? Alors, je vais provoquer exprès, mais journaliste versus créateur de contenu tennis. Qu'est-ce que t'en penses toi un petit peu des créateurs de contenu? Alors, globalement, je trouve que je vais mettre Romain Nexgen de côté parce que lui, je le déteste. Voilà, bon, lui, on a bien compris qu'il y a un in love, donc lui, il a le totem. Ok. Non, mais en fait, moi, je trouve que ça sert à rien d'opposer journaliste et créateur de contenu. En fait, c'est complémentaire. C'est deux choses différentes. Ça apporte des choses différentes. Donc, je trouve ça bien que ça existe. Et tu vois, il y a beaucoup de débats autour du fait que le tennis ne renouvelle pas sa fanbase, que c'est de plus en plus vieux et tout. Bah, tu regardes déjà tous les créateurs, il y en a pas un vous êtes tous plus ou moins jeunes. Il y a beaucoup de mecs qui ont la vingtaine. C'est ça. Tu dois être un des plus vieux. Voilà, ça c'est dit. Mais oui, moi à 33 ans, je suis un des plus vieux. Ouais. Regarde les mecs d'Univers Tennis, tout ça, ils sont tous autour de 25 ans. Tous des mecs assez jeunes. Et qui eux-mêmes, je pense, ont des communautés assez jeunes. Beaucoup même, je pense, des gens mineurs, pas tous, mais en tout cas, pas mal de mecs de 15-16 ans qui les suivent. Ouais. Et donc, je trouve ça cool parce que ça crée un engouement autour du tennis, malgré tout. Les mecs on suit un peu vos aventures, que ce soit il y a les mecs qui ont des objectifs de classement, qui repartent de zéro, qui veulent monter, qui montent leur tournoi, qui montent l'envers du décor, je trouve ça top. Il y a l'autre partie, les gens un peu comme toi, qui vont aussi sur les tournois, qui font des interviews, qui mettent en avant parce que nous, malgré tout, on est un peu attachés entre guillemets, contraints de suivre le circuit principal. Ouais. Et on n'a pas forcément le temps de suivre le circuit secondaire, même si on le fait de temps en temps. Ouais. Et donc, finalement, toi, ce que tu fais, nous, on le fait pas, ou peu. C'est un peu complémentaire. Donc, c'est aussi complémentaire. Voilà, toi, tu mets en avant des joueuses auxquelles nous, on parle finalement très rarement. Parce que on n'a pas le temps. Honnêtement, déjà, le tennis, c'est quasiment 365 jours par an en fait, donc sur le circuit principal. Donc quasiment, il faudrait qu'on soit le double en fait pour faire la même chose sur le circuit secondaire. Donc en fait, c'est complémentaire. C'est pas les mêmes attentes, c'est pas les mêmes choses qu'on fait exactement. Vous-même, ça peut vous arriver, je pense, de nous lire et de vous servir de ce qu'on fait pour vos interviews, pour vos créations, voilà. Donc au final,
Et nous, à l'inverse, je pense qu'aussi ça nous a, en tout cas moi, ça fait aussi réfléchir à des formats, des contenus, à qu'est-ce qui intéresse les jeunes qui suivent le tennis aujourd'hui. C'est vrai. La réalité, c'est que les gamins de 15-20 ans, ils lisent pas l'équipe ou ils la lisent de temps en temps, mais ils vont plus suivre sur les réseaux sociaux, c'est ça. Que ce soit X, Insta, donc plus des formats vidéo. Et donc, c'est des choses vers lesquelles on essaie nous aussi de se tourner maintenant parce qu'on voit que ça fonctionne. Donc, ouais, tu vois, mine de rien aussi, on s'inspire aussi de ça. Après, voilà, les contraintes sont pas les mêmes. Parce que sur les tournois du circuit principal, tu peux rien filmer. Bah, les grands chelems, c'est compliqué. Le seul qui est peut-être un peu ouvert, c'est l'Open d'Australie. Ouais, mais en tout cas, tu peux pas filmer de match. Pas en entier. Et voilà. Non. Donc, et on parle même pas de Roland où tu peux rien faire. Voilà. Et entraînement, en fait, si t'es pas diffuseur détenteur de droit, tu peux quasiment rien faire sur le site, en tout cas. Après, tu peux voir les mecs en dehors et tout ça, évidemment, mais donc ça limite. Nous, on a des contraintes parce que si moi demain je m'amuse à filmer à l'US Open et que je mets sur mes réseaux sociaux ou sur ceux de l'équipe, il me nique mon accrède, quoi. Ouais. Donc tu vois, je peux pas. Après sur l'envers du décor, tu pourrais peut-être. Oui, ça oui. Sur l'envers, oui. France 2 l'a fait un peu. Ouais, Amazon le fait, ça tu pourrais. Ouais. Ouais, ça tu peux. C'est ça pour le coup, l'équipe vous le faites pas trop. Après c'est pas votre cible. Mais ça pourrait être intéressant. Ça pourrait. Bah, tu vois, moi j'avais fait un long format justement sur les galériens du tennis il y a 2 ans, mais version écrite. Et à la base, je voulais le faire en vidéo. En vidéo, ouais. Au final, ça s'est pas fait pour plein de raisons, notamment financières et tout. Mais c'est des trucs ici qui peuvent intéresser. Mais après, c'est toujours pareil, c'est que quand tu fais déjà toute la couverture à l'année du circuit, bah, c'est des trucs en plus en fait. Faut du temps, faut monter et tout. Faut du temps, c'est du temps où t'es pas sur des tournois ou qu'il faut quand même malgré tout suivre. Donc après, c'est des choix, des choix éditoriaux. Mais c'est pour ça que moi je trouve que globalement les créateurs, bah c'est des contenus qui sont complémentaires de ce qu'on fait nous en fait, tout simplement. Donc moi j'en suis pas mal sur Insta, même l'Afro Romain Next Gen. Sur X. Ouais, bah tu suis peut-être en Next Gen, il y a moi c'est un pote WTA Anto peut-être un peu. Il y a un très bon ami qui lui suit le WTA. J'en suis pas mal. Ouais, on est nombreux quand même. C'est vrai qu'il y en a pour tous les goûts, hein. Bah il y a tout, ouais. Il y a vraiment c'est plus le jeu sur le court beaucoup, d'autres c'est plus les coulisses, c'est plus le circuit pro. Pour le coup, c'est à la carte. Ouais. Donc après, comme on disait en off, la grosse difficulté de tout ça, c'est de trouver un modèle économique pour en vivre, quoi. Je confirme. Certains le font comme un hobby, donc là, il n'y a pas de souci. C'est sur ton temps privé, voilà. Mais si tu veux en vivre, bah bon courage, quoi. C'est ce que je pense que le marché est très petit. Il existe le marché. On voit Tennis Legend, tout ça, ont trouvé un modèle, mais il y en a peu qui arrivent à en vivre aujourd'hui. Donc peut-être que ça va être le cas dans quelques années, mais ça passe forcément par du partenariat, du sponsoring, et il y a pas 1000 marques prêtes. Bah pour l'instant, les marques ont un peu du mal. Voilà. Elles peuvent vous inviter sur des trucs, des événements et tout ça, mais vous financer, c'est encore autre chose, quoi. Faut vraiment, ouais, c'est compliqué. Après, non, c'est compliqué. Alors voilà, moi si je devais y mettre une critique. Oui, parce que tout n'est pas parfait, donc c'est bien d'entendre une critique. Qui peut être une limite, c'est que justement, le seul modèle économique que je vois, c'est avec les marques. Ouais. En tout cas, c'est le seul qui fonctionne aujourd'hui. Et donc, à partir du moment où tu es maqué avec des marques, il y a un côté pub, promo, et quand on voit des créateurs tester la raquette machin, les chaussures machin, tu sais qu'ils vont pas dire du négatif. Donc voilà, c'est le côté qui peut être un peu, c'est une limite. Ou si t'es envoyé sur un tournoi par telle ou telle marque, donc tu vas faire du contenu par rapport à cette marque, tu peux te dire que tu ne montres qu'une partie des choses, que tu ne dis pas tout, que tu vois, voilà. C'est le truc, ouais, indirectement, c'est ton employeur. Ah oui. Parce que si demain je veux dire que cette raquette c'est de la merde, bon je le fais pas parce que c'est pas mon cœur de cible et c'est pas en plus je suis pas compétent pour le faire honnêtement, donc mais si je devais le faire, j'aurais aucun problème à critiquer une marque parce que je suis pas maquillé avec elle et je m'en fous en fait, tu vois. C'est vrai que ça peut apporter des limites. Moi, tu vois, je suis chez Technifilm, mais je fais un peu de promo, mais tu vois, mais c'est vrai que je vois d'autres créateurs qui s'enferment, qui s'enferment, dont ouais, je mets en avant, mais bon, après, je les critique pas trop parce que ça leur permet d'avoir des rentrées d'argent. Ah, c'est ça, voilà. Mais tu sais qu'il y a du fake. Ouais. Tu sais que, ou en tout cas que tu
peux être sûr que quand tu vois tous ces tests, ces trucs, ils vont en dire que du bien. Et qu'ils le pensent ou pas. Et ça, après, j'en sais rien. Ça, c'est clair. Oui, donc, je pense qu'il y a des choses qui vont pas toujours vrai. Ouais. Si je devais dire une limite, c'est ça. Et après, c'est compliqué pour vous, financièrement, ça. Oui, après, c'est qu'on le veut bien, hein. Ah oui, bien sûr. Non, mais c'est pour ça que je trouve ça bien, parce que vous êtes des passionnés. C'est la bascule. Après, moi, je le fais pour rigoler. Mais c'est vrai que quand tu avances et que tu vois que tu as de plus en plus de contacts, de réseaux, que, entre guillemets, tu te professionnalises et tu sens que les gens te prennent au sérieux, t'as envie de dire, pourquoi je ferais pas le step suivant? Et c'est là où t'as la bascule en disant, voilà, là, tu t'es fait plaisir, tu t'es financé tout seul, et à quel niveau tu vas, est-ce que je tente le step supérieur, est-ce que je me mets en risque et je tente, tu vois? Et pour quel résultat, tu vois? Voilà. Parce que, après, on a tous nos vies de famille, nos trucs, il y a des responsabilités, tu peux pas, donc, t'en as qui le font un petit peu au début, ça leur permet d'être invités sur des tournois et qui voient un peu l'envers du décor, et donc c'est un kiff. Mais après, entre être un kiff au début et après faire ça pendant 20 ans et en vivre, en plus, les réseaux sociaux, on sait pas ce que ce sera dans 10 ans, hein, donc c'est vrai. C'est aussi une difficulté, c'est que tu peux pas non plus te projeter à très long terme. Donc c'est non, mais voilà, moi globalement, je trouve ça cool, quoi. Je trouve que ça apporte pas mal de choses. Et moi, j'en suis pas mal, donc. C'est vrai que tu nous suis beaucoup, hein. On te voit très connecté sur les lives ou sur les stories. J'aime bien regarder. On te voit passer. Toi, t'es abonné à ma page depuis longtemps, toi, tu vois. Même, je suis un peu, tu vois, certains, je suis un peu admiratif. Les mecs qui s'envoient, ils jouent des tournois tous les 2 jours. Dans des bleds paumés. Ils sont souvent célibataires, ceux-là. Putain, non, mais je sais plus comment il s'appelle. C'est Jawad. Ah ouais, Jawad. Je regarde. Jawad, il enchaîne. Il joue des tournois partout. À chaque fois, il fait des débriefs. S'il se prend une branlée, il le dit quand même. C'est un parti pris de Jawad. Tu vois, moi, si je me prends un 600-600 au fin fond d'un bled, t'as pas envie de le dire. T'as pas envie de faire une vidéo dans la foulée, quoi. T'as envie de rester. Lui, il prône la transparence et l'authenticité. C'est pour ça, je pense qu'il a une énorme communauté. Ça fonctionne. Mais tu vois, typiquement, ça, moi, j'ai beaucoup de respect pour ça. Alors, tu vois, je sais pas si financièrement il va s'y retrouver et tout, mais en tout cas, se lancer là-dedans, je trouve ça cool, quoi. Et je pense que ça peut, en plus, certainement qu'il est suivi par pas mal de jeunes, donner envie à des jeunes de suivre, soit de jouer ou de suivre plus le tennis, et donc ça c'est cool parce que plus il y a de gamins qui suivent le tennis, mieux c'est, quoi. Mais c'est vrai que créateur de contenu sur le sport tennis, il n'y a pas de modèle économique qui se crée. Ça reste une niche. Je pense qu'on est beaucoup à un moment on va devoir arrêter. Même Jawad a dit qu'il avait il se donnait jusqu'à 2027 ou 28 pour essayer d'en vivre. Tiens, il y en a combien? Il y a Service Volé qui a réussi à trouver un modèle économique. Mais Service Volé maintenant, il est encore un peu différent. Il est presque passé plus journalisme, en fait. Ouais, et puis il est lié à Winamax. Voilà, donc je sais pas s'il est payé par Winamax, mais en tout cas, il a un accord avec Winamax, donc. Mais, oui, quand il fait les émissions, c'est des piges, hein. Ouais, voilà, c'est des piges, mais sinon, tous les autres, on n'est pas, à part des petits accords avec les marques, on n'a pas de financement. Il y a Max de Tennis Legend. Max, c'est le summum pour le coup. Ouais, c'est un peu c'est le précurseur. Mais il a galéré, hein. On en avait parlé, je l'avais eu en live une fois. Il a galéré pendant des années avant de trouver un modèle, hein. Ouais. Et puis encore, s'il me dit, même maintenant, c'est une bataille, hein, de chaque instant, et il y a une fragilité malgré tout, donc. Et malgré tout, je suis pas sûr qu'il gagne des 1000 et des 100. Je pense qu'il fait vivre son modèle économique pour pouvoir, je pense qu'il réinvestit à chaque fois. Par contre, il se fait kiffer, quoi. Il fait des trucs. Par contre, il va partout. C'est énorme. C'est énorme. Mais moi, j'adore. Enfin, je vois pas qui ne pourrait pas aimer ce qu'il fait, mais même eux, c'est déjà galère pour financer. Tu sais que même moi, je regarde des fois ces podcasts, c'est tout ça, et ça me donne des idées de sujets, d'angles, tu vois. Il y a tellement de sujets qui pourraient être abordés. Le problème, c'est qu'il faut que ça intéresse et qu'il y ait des gens qui sont prêts à mettre un billet, tu vois. Ouais. Moi, le circuit secondaire, tu vois, je réfléchis à contacter des sponsors des tournois. Ouais. Tu vois, en disant, peut-être, alors ça m'obligerait peut-être à contractuellement aller sur presque tous les tournois, en me disant, voilà, vous êtes le sponsor principal du tournoi, vous voyez que je les mets en avant, vous l'avez vu, est-ce qu'on peut pas trouver un accord, tu vois? Ouais. C'est ça où t'arrêtes, tu vois. Moi, je reçois des mails, je pense, tous les jours de marques, de trucs pour des produits, tout ça. Je les regarde même pas, mais parce que... tu fais transférer Moki. Transférer Moki Tennis et je m'en occupe, t'inquiète. Tu vois, je pourrais, les mecs qui m'enverraient des choses. Si c'est une crème pour les hémorroïdes, j'en veux pas. Je vais regarder ça, je vais t'envoyer les pires trucs. Oui, il doit y avoir des trucs loufoques des fois. Ouais, peut-être. Ouais. Mais parce que moi, j'avoue, j'ai cette chance, j'en ai pas besoin en fait. Non, toi, t'es un journaliste professionnel. C'est pas simple. Hein. Tu connais peut-être Christelle Joris de Je sais tes podcasts. Bon voilà, elle essaye, elle a son média indépendant, et elle essaye de vivre. C'est une galère. Alors que ce qu'elle fait, c'est hyper quali.
toute façon, aujourd'hui, vu l'état de la presse, les médias indépendants, lancer son média, c'est extrêmement Moi, je sais pas comment elle fait. très casse-gueule. Bon, je pense qu'elle a fait 30 ans de journalisme avant, donc elle en fait toujours, mais sous une forme un peu plus de création de contenu, mais je sais pas comment elle fait. Non, mais faut être courageux. Hein. Moi, j'avoue que je suis je sais pas combien de temps, mais là, je suis dans un confort que j'aurais pas ailleurs. Ok. Bah écoute Quentin, merci pour ce long entretien. C'est 30 minutes transformées en 6 heures. Voilà. Bon, alors peut-être que mes questions sont trop longues. Après, les réponses, on pourrait dire sont trop longues, mais 20h14, bon après on attaque à quoi? Ouais, 1h30 je pense. Ouais. 1h30. Tu vas tout mettre sur YouTube? Je ne sais pas. je ne sais pas. Après, l'avantage de YouTube, c'est que je peux effacer des moments moins sympas. L'avantage de YouTube, c'est que je peux laisser une grande partie. Tu peux enlever les moments où j'insulte Romain Etienne. Non, ça, j'avais prévu de faire des réels exprès, sur Insta. Non, bah, écoutez. Et Rémi aussi, j'aime beaucoup. Rémi, très sympa. Très sympa. Bah, nous, on a des petits groupes WhatsApp où on se parle un peu tous les créateurs. C'est cool. Pareil, beaucoup d'autodérision. En fait, moi, j'aime bien ceux qui ont beaucoup d'autodérision, quoi. Et ça, c'est les youtubeurs, surtout. Ils se prennent pas au sérieux. Voilà. Moi, je me prends trop au sérieux et Non, mais tu vois, quand ils jouent, ils font des coups de merde, ils le mettent côté, ils vont pas couper Ça, c'est très tourné YouTube. J'aime bien, moi. Rémi, c'est cool. Il y a Alius aussi. En fait, tu te sens proche d'eux parce que tu te dis, moi, c'est pas. Bah, parce qu'ils racontent leur quotidien, en fait. Moi, ce coup droit, je le foire aussi. Voilà, Jawad, c'est la merguez. Moi, c'est bien sûr que je boite comme tout le monde. C'est drôle. Non, bah, écoute, merci, pour ce long entretien. J'étais beaucoup occupé. Et, puis, je vais essayer de publier tout ça cet été. Voilà. Ok, ça roule. Merci beaucoup. Bah, merci. Ciao.